J'ai peur de devenir une caricature de moi-même, en fait. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse aujourd'hui. J'ai peur de devenir une caricature ou quelque chose, enfin une personne qu'on définirait par ça ou quoi, alors que je pense que en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss et je suis passionné par la créativité que je considère comme une quête initiatique, remplie de découvertes favorisant une meilleure connexion à soi et aux autres. Qu'il s'agisse d'illustrations ou de podcasts, mon but est d'élargir le champ des possibles en créant des ponts et en favorisant des rencontres. Pour en savoir plus, vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss ainsi que sur senscreatif-podcast. Et tant qu'on est dans les annonces, je vous donne dès à présent rendez-vous le 8 décembre à 19h30 à Paris pour l'enregistrement live et en public du dernier épisode de la saison 3 de Sens Créatif. Et pour l'occasion, c'est au Social Bar que je vous donne rendez-vous, aka le laboratoire de convivialité, de solidarité et de festivité. Pour l'occasion, j'aurai le plaisir de discuter en compagnie des illustrateurs et illustratrices Charlotte Mola, Kevin de Neuchâtel et Maguelone Dufou, tous trois membres du fameux Patate Club dont je vous parle constamment, l'occasion de découvrir leur parcours, de ce que la communauté représente pour eux, ainsi que de revenir sur les 3 premières saisons de Sens Créatif. Je vous réserve aussi quelques petites surprises. On discutera de l'avenir du podcast et des nouveaux projets. Cet enregistrement s'annonce très interactif, donc venez. On aura l'occasion de papoter tous ensemble. Et si tout cela n'était pas suffisant, nous aurons aussi la participation d'Adrien Guy, l'homme derrière la musique du podcast, ainsi que de Mathilde Guégan, qui vous ont concocté un petit concert histoire de clore la soirée en beauté et faire la fête tous ensemble. Alors, elle est pas belle la vie avec Sens Créatif ? Alors notez bien la date et rendez-vous le mercredi 8 décembre à 19h30 au Social Bar à Paris. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter ma discussion avec Théo Grosjean, aka l'homme le plus flippé du monde. Du moins, c'est sa BD qui le dit. Parce que oui, Théo Grosjean, vous le connaissez sûrement. En effet, depuis plusieurs années, Théo partage ses phobies et ses angoisses sur Instagram sous forme de bande dessinée autobiographique. Et le succès ne s'est pas fait attendre car aujourd'hui, Théo est suivi par plus de 160 000 personnes sur Instagram et sa série est désormais éditée chez Delcourt dans la collection Shampoing. Sans oublier qu'une série animée intitulée Flipper en collaboration avec Canal+ est en préparation et que Théo a également sorti il y a quelques mois une autre bande dessinée intitulée Le Spectateur. Une expérience immersive dont nous avons également discuté dans cet épisode. Dans cet épisode, donc, Théo nous parle de son parcours, de son amour de la bande dessinée et pourquoi il a voulu en faire son métier. Mais aussi les origines de sa série L'homme le plus flippé du monde, de l'effet cathartique qu'implique le fait de partager ses peurs avec le monde entier, de la confiance en soi, de son rapport parfois paradoxal avec les réseaux sociaux, de sa collaboration avec l'humoriste Kian Kojandi sur la série Flipper. Au milieu de tout ça, on discute aussi d'hypervigilance, de phobie d'impulsion et de lâcher prise. Et puis, on termine en discutant de sa nouvelle bande dessinée Le Spectateur et en quoi le succès de sa série a changé sa vie. Un épisode dense que j'ai eu beaucoup de plaisir à enregistrer. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Alors sans plus attendre, je vous laisse écouter ma discussion avec Théo Grosjean. Bonne écoute. Salut Théo. Bonjour. Ouh, on est bien là. Alors les auditeurs le savent pas, mais c'est la toute première fois que j'enregistre dans un studio professionnel. Donc voilà, c'est très cool. Bah bravo pour cet accomplissement. Merci, oui, avec toi aujourd'hui. Cool. Eh ben Théo, bienvenue sur Sens Créatif. Je suis hyper content de discuter avec toi aujourd'hui. Bah moi aussi. Puis de te choper quand tu passes à Paris, tu as tes projets, etc. Donc, alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et me dire ce qui te motive à sortir du lit le matin ? Alors, ça marche. Bah du coup, donc voilà, je m'appelle Théo Grosjean, je suis auteur de BD principalement, parce que je commence un petit peu à diversifier mes activités. Mais oui, je suis surtout auteur de BD, donc le matin, c'est ce qui me fait me lever en général. C'est l'envie de prendre du plaisir à dessiner. En fait, tout simplement, j'essaye de me recentrer le plus là-dessus possible, c'est-à-dire vraiment de retrouver ce plaisir à raconter des histoires ou raconter des anecdotes dessinées. Donc voilà, j'essaye vraiment de me concentrer là-dessus en fait quand je me réveille. C'est le plaisir en fait que je recherche. Après, c'est pas forcément ça que j'obtiens dans la journée. Ouais, j'allais te demander. Mais c'est ce qui me donne envie et qui me donne l'espoir d'une journée qui se passe bien. Ouais. Le plaisir dans mon travail. Et c'est toujours une partie de plaisir, du coup ? Non. Malheureusement, on n'est pas toujours. Mais après, en même temps, si c'était toujours du plaisir, ça en serait plus, je pense, au bout d'un moment. Enfin, je pense que c'est le contraste entre des moments où on a un rapport au dessin ou à la créativité qui est négatif, qui met en avant les moments positifs, quoi. Ouais. C'est toujours c'est toujours un peu inconnu le plaisir qu'on va ressentir ou pas dans la journée. Ouais. Et puis maintenant c'est ton taf, donc du coup pas le choix, quoi. Tous les jours il faut y aller, il faut aller faire bon.
C'est ça. Du coup, on aura l'occasion de parler de bande dessinée, de tes projets, tout ça. Mais avant de plonger là-dedans, est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de ton arrière-plan personnel et aussi de ce moment où tu t'es peut-être rendu compte que tu étais peut-être une personne particulièrement anxieuse? Oui. En fait, c'est assez ancien parce que j'étais déjà très anxieux quand j'étais petit. J'ai toujours été un enfant très très anxieux. Je me comparais déjà beaucoup aux autres à ce niveau-là quand j'avais, on va dire, 5-6 ans, quoi. D'accord. Donc c'est très ancien. Après, j'avais pas forcément mis des mots concrets sur ça et tout. Mais je remarquais en fait que je me posais beaucoup de questions et que après je suis toujours un peu mal à l'aise avec l'idée de donner l'impression que j'étais différent et tout, parce qu'en fait je pense qu'on peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Donc ça se trouve il y avait plein d'enfants qui étaient très anxieux, très mal dans leur peau. Je peux pas, je dirais pas que j'étais différent des autres de manière sûre. En tout cas, je ressentais une sensation de différence, d'appréhension des situations, de mal-être par rapport de questionnement en fait sur plein de choses. Voilà, j'avais ce sentiment-là, et après ça n'a fait qu'empirer, j'ai envie de dire, au fur et à mesure des années, parce que la vie faisant que les questions sont de plus en plus nombreuses pour tout le monde en fait, je pense. Ouais, bien sûr. Mais voilà, moi ça s'est un peu ça s'est généralisé un petit peu. J'ai eu des périodes un petit peu difficiles à la fin du lycée, jusqu'à dans mes études, enfin jusqu'à la partie un petit peu de mes études et jusqu'à la fin de mes études, où vraiment j'étais dépassé par mon anxiété et où ça m'empêchait un peu de vivre une vie sereine. Et c'est en même temps à ce moment-là où justement j'ai commencé à réfléchir à l'intégrer à mon travail, à fusionner un petit peu ces deux idées, enfin le fait que j'aimais à dessiner et le fait que j'étais très anxieux. Ouais. Tu t'en as pas marre que les gens te posent toujours cette question, genre l'anxiété, machin, tout ça? En fait, j'en ai pas marre, mais j'ai peur de devenir une caricature de moi-même en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse aujourd'hui. J'ai peur de devenir une caricature ou quelque chose, enfin une personne qu'on définirait par ça ou quoi, alors que je pense que en fait en plus, je me sens pas, même si j'en parle beaucoup, je me sens pas spécialement au final l'homme le plus flippé du monde. Je pense qu'il y a des personnes qui le sont plus que moi, et c'est très. C'est juste, on a fait une BD, toi. C'est juste une bande dessinée que j'avais envie de faire et qui m'a fait du bien en fait, tout simplement. C'est pas forcément. Ouais. T'as trouvé un moyen de transcender quelque part cette difficulté. Tu l'as transcendé créativement, quoi. C'est ça. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et de ce moment où tu t'es dit vas-y, je vais faire de la bande dessinée? Je pense que le moment, en fait, c'était un peu, il n'y a pas vraiment un moment où je me suis dit ça, parce qu'en fait, ça s'est passé par plusieurs étapes. En fait, j'aime la bande dessinée, mais vraiment, j'ai un rapport très, très fusionnel à la bande dessinée depuis très longtemps. Ouais. C'est vraiment un média qui me rassure, que j'aime en fait profondément. Ouais. Depuis tout petit, j'ai commencé avec les classiques Astérix, Obélix, tout ça, mais j'avais un rapport très obsessionnel à Astérix, Obélix. C'est vrai. Pourquoi? Je les ai lus en fait je pense vraiment littéralement des dizaines de fois chacun. Okay. Quand j'étais petit, et je reproduisais, l'univers en fait ça a commencé vraiment par une immersion que je retrouvais dans aucun autre média. Ouais. Même pas dans les films, ça, parce qu'en fait il y a ce rapport de la relecture qui est très simple, beaucoup plus simple qu'avec un film ou une série, je trouve, de pouvoir s'immerger dans une image en ouvrant un livre au hasard, et en fait c'est lié aussi à l'imagination, parce qu'on produit de l'imaginaire en lisant une bande dessinée. Il y a quand même une image qui nous accompagne, donc c'est plus concret qu'un livre et plus accessible pour moi en tout cas. Et du coup j'avais vraiment un sentiment de... par exemple, quand je lisais Astérix Obélix, je me sentais comme dans un endroit où j'étais en sécécurité, en fait. Parce que je retrouvais le village, les personnages, je retrouvais tous les repères, et en fait, ça m'apaisait énormément. Quand je me sentais pas bien, justement, je lisais Astérix Obélix, et ça me... Il y en a un en particulier qui t'apaisait plus que les autres? J'aimais bien... il y en a plein, en fait, mais...
Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'est la carrière d'Obélix, je crois. C'est celui où il monte son business de menhir. Ouais. Et celui-là m'a beaucoup marqué parce qu'il se passait vraiment pour le coup dans le village. C'est-à-dire que toute l'intrigue, il n'y avait pas de voyage, il n'y avait pas de notion de voyage. Toute l'intrigue se passait dans le village. Il y avait des histoires de transactions, tout ça. Et j'étais fasciné en fait par cette idée qu'en fait Obélix commence à imaginer qu'il va faire du biz va faire du business, et en fait il se rend compte qu'en fait ça a aucun sens, et que ce qui lui plaît dans la vie, dans le village, c'est le fait d'être avec les autres, de partager ce moment dans ce milieu, justement dans ce petit cocon, ce petit village. Et en plus, ce qui est absurde, c'est qu'il est attaqué en permanence. Ça semble pas du tout être un lieu apaisant. Paisible, ouais, c'est sûr. Mais en fait, la routine du village fait qu'on s'y sent bien. Et même avec les Romains qui attaquent tout le temps et tout. Et en fait, oui, du coup, ce numéro-là, il m'a marqué parce qu'il est vraiment il est dans un univers très fermé. Et, et pour moi, il concentre l'essence de ce qui me plaisait dans Astérix Obélix, qui est ce cocon du village, en fait. Et Obélix le remet en question dans cet homme-là. Et en fait, c'est pour mieux se rendre compte qu'il est mieux dans le village sans... Ouais. Et ça va faire écho aussi, par exemple, dans ta bande dessinée, à un moment donné, on parle de la zone de confort. Et que quelque part, ce que tu aimes bien, c'est que ta zone de confort, en tout cas, comme tu le décris dans ta BD, elle est assez petite, c'est chez toi. Oui. Donc, en fait, on sort pas du village des Gaulois, donc on est super bien. C'est ça, et puis d'ailleurs, même quand on en sort, en fait, c'est pour mieux y retourner, quoi. C'est ça qui est, je trouve, très agréable dans Astérix Obélix, c'est que quand ils voyagent, quand les personnages voyagent, c'est parce on sait qu'à la fin il va y avoir un banquet et que qu'ils vont revenir au village. On le sait que tout le jour ça sera comme ça. Et du coup c'est rassurant en fait, même de voyager. C'est un petit peu comme, je crois que je me souviens plus de la citation, donc je pourrais pas la redire, mais il y a un peu cette notion là dans le Hobbit aussi, le personnage de Bilbo qui, en fait, pour lui, le fait de savoir qu'elles sont chez soi, ça l'invite à sortir de chez lui, en fait. Ouais. Je trouve que c'est rassurant. C'est rassurant. Je partage ce sentiment. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, donc, tu découvres la BD, Astérix Obélix, tout ça, la BD franco-belge. Oui. Alors, comme beaucoup d'entre nous, je veux dire, qu'on soit illustrateur, dessinateur de BD, il y en a énormément, c'est toujours genre, c'est la BD, je dessinais, puis j'ai continué, nanana. Mais il y a un pas entre la passion et le fait d'en faire un métier. Oui, alors du coup, pour reprendre un petit peu le truc, après, j'ai lu, j'ai beaucoup lu des classiques. Il y avait Tintin aussi. Alors Tintin, pour le coup, j'aimais pas trop l'histoire, mais j'étais fasciné par l'univers de Tintin, qui était un peu bizarre, selon moi. Ah ouais? Et que je trouve toujours très bizarre aujourd'hui. Okay. Oui, c'est vrai que je trouve qu'il y avait vraiment une bizarrerie dans l'univers de Tintin qui me fascinait. Donc voilà, ça m'a, je pense que Tintin, pour moi, c'était une ouverture à une autre forme de bande dessinée un peu moins, au final, classique, même si c'est un classique. Mais comme je comprenais pas tout, il y avait un truc un peu bizarre qui se passait dans Tintin que j'aimais bien. Et après, le moment où vraiment j'ai pris énormément goût à ça, c'est avec le manga, je pense, quand j'ai découvert One Piece. Dragon Ball en premier. Dragon Ball, évidemment, ouais. Mais je suis un gros fan de One Piece. One Piece, je suis très 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 fan aussi. Je continue. Tu continues? Je continue. Non, mais moi j'en peux plus là. J'ai arrêté de lire il y a 2-3 ans. J'en peux plus. J'ai finissé l'histoire et c'est bon, je la lirai. Ah, quand ça sera fini. Ah ouais, c'est bon, le One Piece, faut le trouver là. Je suis pas complètement à jour, mais je suis pas loin d'être à jour. Mais j'aimais bien quand j'ai lu tes BD, je voyais une ou deux mentions de One Piece. Déjà, wouhou, il est fan comme moi. Oui, bah c'est vrai que c'est fascinant en fait ce qu'il a créé Oda, parce qu'il y a vraiment c'est comme un espèce ouais, c'est vraiment une communauté de bande dessinée qui est extrêmement impressionnante. Ouais, c'est clair. Mais donc, le manga. Et donc, voilà, donc le manga, je pense par Dragon Ball, comme beaucoup, en fait, c'est bouleversant le manga, en fait, parce que c'est une nouvelle façon de raconter qui est tellement prenante, en fait, qui est tellement... émotionnellement, c'est hyper chargé. Qui est extrêmement chargé émotionnellement, et on n'a pas forcément l'habitude de ça dans le franco-belge, donc même si les deux se valent, je pense, j'ai pas de préférence, mais je pense qu'il y a vraiment il y a quelque chose de charnel dans le manga, ou de vraiment puissant, en fait, une sensation de puissance qui est extrêmement jouissif quand on est adolescent ou jeune adolescent. Et donc voilà, j'ai lu énormément de mangas à ce moment-là. Et après, en fait, avec ma mère, on a déménagé, avec ma mère et mon frère, on a déménagé à Paris. Et en fait, en gros, au début, on n'a pas tout de suite trouvé un appartement, on a logé chez une amie de ma mère. Et en fait, du coup, ma mère avait pris une école à côté de son travail.
Ouais. Et en fait, il s'est trouvé, quand on a trouvé un appart, c'était très loin de l'appartement. Du coup, il y avait souvent des histoires de timing où ma mère pouvait difficilement aller me chercher parce que j'étais en CM1, CM2. D'accord. Je pouvais pas encore prendre vraiment les transports tout seul, le RER, tout ça. Bah oui. Et du coup, ma mère me laissait dans une bibliothèque qui s'appelle L'Or Joyeuse à Paris, dans le centre. Uh-huh. Et c'est une bibliothèque entièrement de jeunesse. Et c'est là où j'ai commencé à lire. En fait, il y avait un choix extrême de bande dessinée que j'avais pas forcément, où j'avais pas fait de présélection parce que des amis lisaient ça ou parce que c'était les albums de la maison et tout. Et là, c'est vraiment quelque chose vraiment très important pour moi dans le sens où ça m'a ouvert à tout. En fait, j'ai commencé à lire. Baba, comme ça. C'est ça. En fait, je me suis rendu compte que la bande dessinée, ça dépassait complètement ce que j'avais imaginé jusque-là. Donc, j'ai beaucoup lu. En fait, Lewis Trondheim, qui est mon éditeur maintenant, c'est vraiment stylé. C'est trop la classe. C'est un une des personnes qui m'a le plus influencé dans le dessin. Donc c'est cool que la boucle soit bouclée. Et du coup, je lisais beaucoup Donjon, par exemple, la série de Sfar et Trondheim, qui m'a vraiment fasciné. Cet univers un peu tentaculaire comme ça, qui s'étend sur des tomes et des tomes, sur des années, des centaines d'années. Et voilà, j'ai lu en fait plein de types de récits différents. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à faire de la bande dessinée sérieusement, c'est-à-dire en dessiner moi-même. Ok. T'avais quel âge là? J'avais 8-9 ans, je dirais. Ah ouais, ok. Et là, je commençais vraiment, j'étais très sérieux en fait. Je voulais vraiment, je m'en souviens en fait que quand je dessinais, j'étais quand même dans un jeu de rôle où je dessinais ma bande dessinée. Et j'imaginais qu'en fait je donnais des interviews comme on fait actuellement. C'est trop drôle. Et je disais oui, alors moi, moi je fais le choix que j'ai fait c'est parce que machin et tout. Et donc je m'imaginais un jeu de rôle où j'étais un auteur de bande dessinée. Donc je pense que c'est vraiment un fantasme que j'ai depuis très longtemps en fait. C'est pas du tout tu vis ton rêve là un peu. Oui, clairement c'est mon rêve dans le sens où quand j'étais petit je jouais, enfin je ne jouais pas à être une rockstar, je jouais à être un auteur de BD en fait. C'est ça qui est rigolo quoi. D'accord. Et en fait après j'ai arrêté un petit peu de dessiner au collège, à la fin du collège, début lycée, j'ai arrêté de dessiner parce qu'en fait je me suis dit non mais en fait c'est pas possible de faire ça. Ouais. C'est pas un vrai métier. C'est pas un vrai métier tout ça. Puis en fait j'avais pas d'exemple en fait autour de moi, je viens pas du tout d'un milieu artistique. D'accord. Et j'avais pas du tout d'exemple autour de moi de gens qui faisaient ça en fait ou qui vivaient de ça. Du coup ça me semblait surréaliste en Bien fait. Sûr. Ouais. Et on a toujours besoin de personnes dans lesquelles se projeter, donc tu l'avais pas autour de toi. Ouais. Et en fait plus tard c'est en fait une amie que j'ai rencontrée au lycée qui dessinait beaucoup, qui m'a redonné envie de dessiner, qui s'appelait Manon d'ailleurs, si un jour elle tombe sur le Big up Manon. Big up Manon effectivement. Et qui m'a redonné envie un petit peu de dessiner parce qu'en fait je voyais qu'elle dessinait beaucoup et ça me donnait envie en fait. Je me disais moi aussi un jour. Ouais, moi aussi j'ai envie, et puis je trouvais ça dommage parce que je me rendais compte que j'avais perdu du temps où j'aurais pu continuer à dessiner, apprendre à faire des choses, tout ça. Ouais. Et en fait du coup j'ai redoublé d'efforts, je me suis remis à dessiner beaucoup, un peu plus j'étais moins dans du gribouillis, j'étais plus dans une logique d'apprendre vraiment à dessiner tout ça. Ouais. Et en fait, ça coordonnait avec une période des études où j'étais mauvais à l'école, on va dire, pour résumer un peu grossièrement. J'avais de très mauvaises notes au lycée, j'étais un peu un cancre, tout ça. Et je passais toujours en suppliant le directeur de me laisser passer à la classe supérieure. Mais du coup, je me rendais compte qu'en fait, il y avait pas trop d'autres voies possibles en fait pour moi. En fait, ça c'est devenu presque une évidence, voire une nécessité. C'est-à-dire que c'était la seule chose que je me sentais faire, en fait, capable de faire. En fait. Ouais. Du coup, c'est passé d'un rêve à un truc presque de secours. C'est ça qui est marrant, c'est qu'à un moment, je me suis dit, putain, si je fais un truc, faut que je puisse faire quelque chose que je sais faire, je sais faire que ça. En fait, donc je vais le faire. Et donc du coup là c'est comme ça que après je me suis intéressé aux écoles d'art, tout ça. T'as fait Émile Cole. J'ai fait Émile Cole et voilà. Et puis tu t'es lancé. Voilà. Ok. Exact. Ok. Aussi simple que ça. Et donc du coup ta première BD c'est Un gentil orque sauvage que j'ai pas eu l'occasion de lire. Enfin non, c'est l'Empire du Pierre que j'ai coécrit avec. Oui, c'est juste. Tu avec Star Wars là. Oui. C'est une parodie de Star Wars qui a été éditée pendant mes études, donc j'ai dessiné pendant mes études. D'accord, donc ça c'était ta vraie première BD. Oui, enfin que j'ai coécrit avec Oriane Buy, qui est ma copine encore actuellement. Ok, ouais. Et puis Un gentil orque sauvage, c'était comment ces deux premières expériences de BD?
dans le cas de l'Empire du Pire, c'était plus une commande en fait, parce que j'avais publié quelques strips. En fait, c'était à la sortie du dernier Star Wars, enfin pas du dernier du coup, c'est plus du tout le dernier. Le 28. Le nouveau Star Wars de la nouvelle saga. Okay. Enfin, le premier de la nouvelle saga, donc le 7, c'est ça. Et j'avais beaucoup aimé le personnage de Kylo Ren. Je m'identifiais un petit peu à lui sur certains aspects. Et j'aimais bien son. Tu peux pas t'en sortir comme ça. Pourquoi je sais pas. J'aimais bien sa faiblesse en fait, sa fragilité quoi. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Enfin, pour le coup, je sais qu'il est détesté par beaucoup de fans, mais je trouve que c'est un bon personnage. Et j'aime énormément cette idée du vestige de Dark Vador, qui le poids que ça fait peser sur ses épaules. Je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré ce personnage. J'ai pas adoré la saga, enfin la trilogie, mais j'ai trouvé que ce personnage était fascinant en fait. Je l'ai adoré quoi. Donc la scène où il pleurniche, t'as pas dérangé? Non, pas du tout. Cette scène. J'attendais vraiment chaque intervention de Kylo Ren avec beaucoup d'envie. Ok. Et du coup, j'avais fait quelques strips sur ce personnage où justement je caricaturais un petit peu. En fait, j'imaginais sa vie au quotidien quand il est pas en train d'être dans Star Wars quoi. Donc j'imaginais sa vie de tous les jours. Ah tout ça. Oui. Je trouvais ça intéressant parce que je trouve que c'est un personnage très humain, donc c'était assez simple de pousser le truc comme ça. Et j'en ai fait quelques-uns, mais je comptais pas en faire un album ou quoi. Et Jungle, donc l'éditeur, mon premier éditeur, m'avait contacté parce qu'il voulait sortir une parodie de Star Wars qui coordonnait avec la nouvelle saga. Et du coup, j'avais dit oui, ok, mais c'est une expérience qui a été un peu mitigée parce que j'avais pas vraiment envie de ça en fait. Je me sentais pas de faire une parodie Star Wars, j'avais pas spécialement cette envie-là. Je l'ai fait parce que c'était cool d'avoir une première expérience éditoriale, mais c'était une commande. Voilà, c'était certainement des tripes en fait. Oui, voilà. Qu'un gentil orque sauvage. Oui, un gentil orque sauvage, des tripes. Plus. C'était, je sais pas s'il sortait des tripes, mais en tout cas, c'était un album de plaisir où j'ai vraiment pris du plaisir à le réaliser, à l'écrire, à le dessiner. Avec ça représentait vraiment un accomplissement d'un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps et du coup c'était cool, c'était agréable. Qui a été primé, je crois, il a reçu un prix. Ouais, il a eu deux prix. Il a eu un prix, la Pépite de Montreuil et le prix des Utopiales, le prix BD des Utopiales. Et ça t'a aidé de gagner ces prix? Oui, ça m'a aidé surtout sur le plan professionnel plus que sur les ventes. Les ventes je pense, été meilleures que si j'avais pas eu de prix, mais ça n'a pas non plus été un album qui a cartonné, quoi. Donc c'était un album. Donc voilà, mais c'est plus au niveau professionnel parce qu'en fait, ça m'a fait rencontrer des éditeurs et des éditrices qui sont un peu intéressés à mon travail par le biais des festivals où j'avais gagné les prix. Ouais. Et puis ça m'a aidé tout simplement parce qu'en fait, gagner un prix, c'est très satisfaisant. Ça donne de la confiance en soi. Ouais. Donc voilà, c'est extrêmement important pour l'ego, on va dire. Ah mais non, mais on en a besoin de l'ego pour se construire. Et donc ensuite, il y a donc la plupart des gens, ils ont honte de leur peur, de leurs angoisses. On veut les garder sous le tapis, pas en parler, etc. Et toi, tu as pris le parti pris d'en parler sur les réseaux sociaux, l'homme le plus flippé du monde. Et je voulais savoir un peu comment est-ce que c'est né, pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de partager tes peurs et tes angoisses. Parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui... aussi dans la communauté du podcast qui vont genre non, ça va intéresser personne, ça, mais non, pourquoi je ferais ça, pourquoi je parlerais de ça, j'ose pas. Mais toi en fait c'est vrai que c'est souvent une question qui revient, c'est l'idée est-ce que c'était pas difficile en gros c'est ça, est-ce que c'était pas dur de parler d'anxiété en gros. Qu'est-ce qui t'a motivé et pourquoi tu t'es dit vas-y, je vais parler de ça en fait quoi. Je vois ce que tu veux dire. En fait en gros c'est arrivé à un moment où en fait assez sincèrement, assez honnêtement, ça allait tellement pas bien que j'imaginais. En fait, je me suis rendu compte que rien ne pouvait être pire que d'être dans cet état-là à ce moment-là. Ouais. Au moment où j'ai commencé à imaginer le projet. Et du coup, je me disais, je suis juste pas bien. Enfin, après, je dis rien ne pouvait être pire. Il y a sûrement des choses qui pouvaient être pires, mais dans mon état, moi, personnel, dans ma vision du moment, c'était ce que je ressentais. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, vraiment, ça m'a fait l'effet d'une impression en fait, paradoxalement, d'en avoir plus rien à faire, en fait. En gros, je me suis dit, mais juste, je suis pas très bien. Enfin, je suis même pas bien du tout à cause de mon anxiété, à cause de, en fait, qu'il y avait
pris de l'ampleur sur toute ma vie entière et où c'était devenu un sentiment global dans ma vie. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais en parler parce que, enfin, c'est too much là. Voilà, j'en ai marre. Et puis en fait, juste c'était presque un truc de. Enfin, après ça, c'était avant L'Homme le fait du monde parce que c'était bien avant L'Homme le fait du monde parce que j'avais déjà cette envie d'en parler et tout. Mais le moment où j'ai commencé à imaginer monter un projet de ça. C'était vraiment un moment où je me disais mais en fait je dois en parler en fait, je peux pas ne pas en parler, c'est le seul truc c'est un truc qui me caractérise en tant que personne. Donc si j'en parle ça sera forcément honnête. Et c'est peut-être la seule chose dont je pourrais parler et où je maîtriserais vraiment mon sujet, où je pourrais parler aux gens, tout ça. Et donc voilà, pour moi c'était juste même presque impossible de ne pas en parler quoi. C'était même pas vraiment du courage d'en parler, c'était juste que c'était naturellement en fait, limite quand je prenais mon stylo et que j'imaginais une BD, c'était sur ça en fait. Donc je l'ai fait sans. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui diraient non mais moi j'oserais pas? Bah en fait parce qu'il y a souvent plein de gens comme toi. Ouais bien sûr, mais je pense que j'ai quand même en fait je pense la différence après c'est ce qui est compliqué, c'est que c'est aussi lié à une confiance en soi, une forme de confiance en soi. Moi j'ai quand même une certaine confiance en moi qui est liée à comment dire au fait que ma mère avait beaucoup confiance en moi et m'a transmis beaucoup de confiance en moi. Et elle était très bienveillante et c'était pas du tout une comment dire, c'était pas du tout une façon de me transmettre cette confiance qui était angoissante ou dans la performance ou quoi. C'était vraiment de quelque chose de très positif en fait, une façon de bon non mais je comprends, un petit peu flou mais c'était vraiment on va dire vraiment dans l'amour en fait, plus que dans elle attendait à rien de particulier. T'as rien à prouver, j'ai confiance en toi. Et donc en fait ça m'a stabilisé émotionnellement, je pense, ça m'a apporté beaucoup. Et du coup j'avais pas forcément ce truc là qui fait qu'on se sent nul en fait. Je me sentais pas spécialement la personne la plus géniale du monde, mais je me disais bah en fait il y a pas de raison que ce que je fasse ne soit pas intéressant pour les gens qui ressentent du mal-être, tout ça. Et je pense que ça c'est vraiment une chance en fait d'avoir c'est chouette. C'est pas du tout le monde n'a pas ça en fait, tout le monde n'a pas cette confiance là à la base. Même si elle est fragile et qu'il y a plein de moments où je me dis que que je mérite pas ce qui m'arrive, etc., que j'aurais pas dû, enfin, comme tout le monde, il y a des questionnements, mais il y a quand même à la base ce truc où je me dis, bah, en fait, ça sera bien, enfin, il y a pas de raison que ça soit, en fait, ça intéressera sûrement des gens, et voilà. J'avais envie, en fait, de ça. Et puis après il y a ça, et puis il y a aussi surtout le plaisir. Moi c'est ce que je dis souvent, c'est vraiment il faut se recentrer sur le plaisir. Moi c'est ce que je fais tous les jours quand je dessine, c'est juste faire des choses sans se dire je vais publier, je vais être lu par des gens, tout ça. Juste se centrer sur le c'est le moment présent quelque part. Le moment présent, le moment de la sensation de agréable qu'on ressent quand on dessine et qu'on produit, en fait, qu'on crée quelque chose. C'est très grisant en fait. Ah bah c'est clair, c'est magique. Tu crées quelque chose de nulle part. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des moments dans ton processus de création où tu te dis ah non, ça c'est too much, ou ça c'est trop privé, je le partage pas? Oui, bah tout le temps en fait. Ça c'est vraiment une question qui est devenue récurrente dans mon travail, de quoi je parle et de quoi je parle pas. Il y a des choses, il y a plein de trucs dont je parle pas. Parce que c'est trop compliqué pour plein de raisons, mais je choisis en fait par c'est un peu au feeling, enfin j'ai pas de méthode particulière, mais en gros je me dis j'essaye quand même de me concentrer, enfin la façon que j'ai trouvé de gérer ça, c'est que j'essaie de me concentrer sur l'émotion que va, enfin l'émotion que va provoquer la bande dessinée. Et je vais pas forcément trop en dire sur la façon dont, par exemple, ça reste quand même assez vague sur certains sujets. Tout ça, il y a des choses il y a des trucs, des conséquences, des
des choses que j'ai pas forcément envie de raconter comme ça maintenant. En fait, ça arrivera peut-être au bout d'un moment parce que en fait il y a des sujets que je garde en tête, des choses que j'ai envie de raconter, mais j'attends d'avoir plus d'expérience pour vraiment raconter le truc. Et puis tu vois les gens qui te suivent jusqu'à un certain point et tu te dis bon ben ça va, du coup je vais un petit peu plus loin et puis du coup les gens c'est bon, ils sont toujours bienveillants, ça se passe bien, je peux peut-être aller un peu plus loin. Ouais, carrément. Il y a carrément ça. Je suis très attentif à la réaction des gens sur les réseaux et d'ailleurs c'est un peu un piège, c'est le risque, c'est en fait de calibrer son travail pour son public. Ouais. Et comment tu gères ça, toi? Moi, j'essaye en fait de me renouveler. Souvent, j'arrête ce que je suis en train de faire et je fais un truc qui a rien à voir. Même si, par exemple, il y a pas très longtemps, j'avais lancé une nouvelle série qui s'appelle Fenêtre sur case. Ah ouais. Et en fait, j'avais envie d'autre chose, donc j'ai fait. Et en fait, maintenant que je l'ai lancé, je me rends compte que c'est extrêmement dur et que j'ai pas forcément les épaules pour ce projet, même si ça veut pas dire que je vais l'abandonner, mais ça va être sûrement beaucoup moins ambitieux que ce que j'avais imaginé. Mais en fait, c'est pas grave. Enfin, juste, mais qu'est-ce qui s'est passé sur Fenêtre sur case pour en fait, il y a 2 ou 3 qui sont sortis. Ouais, il y a 2 histoires qui sont sorties et ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce qu'en fait, c'est des histoires. Je suis très sensible aux histoires des gens et tout, et du coup, c'est comment dire, je pouvais pas, en fait je ne pouvais pas juste dessiner un truc qu'on m'avait envoyé. Pour moi il fallait que je m'investisse émotionnellement dans l'histoire et ça peut être fatigant ça. Et c'est un peu fatigant et surtout ça fait qu'on n'est jamais satisfait. J'avais l'impression en 10 cases que j'avais pas du tout retranscrit exactement la chose telle qu'on me l'avait rapportée et je ressentais, enfin c'était comme c'est pas ma propre histoire, je me sentais très beaucoup plus dans l'appréhension des réactions des gens et vraiment ça a été assez dur pour moi de publier ces 2 histoires et si j'en réécrirai sûrement d'autres, mais ça va me prendre énormément de temps en fait parce qu'il faut vraiment que parce que Fenêtre sur case, pour ceux qui connaissent pas, c'est sur 2 personnes atteintes du cancer, hein, oui, c'est ça. Oui, c'est 2 jeunes filles qui ont le cancer et du coup je comptais ouvrir la série à plein de témoignages, pas forcément sur les mêmes thèmes en fait. Et voilà, mais en fait c'était super. Enfin, j'ai adoré faire ça parce que je trouve que c'était très. Enfin, je trouve ça. J'avais aussi l'impression en fait que c'était un peu tout le temps sur moi et en fait je suis pas spécialement. Enfin, j'ai pas forcément toujours envie de parler de moi en fait. Tout simplement, j'aime bien aussi écouter les gens raconter leurs histoires et tout, donc voilà, j'avais besoin de ça en fait, mais je sais pas si c'est un projet qui va prendre autant d'ampleur que j'avais imaginé. Je vais peut-être publier quelques histoires. Ouais. Et puis voilà. Mais pour revenir à ce que tu disais, enfin juste pour conclure, c'est que des fois je pense qu'il faut se lancer dans des trucs même si on n'est pas sûr exactement d'où ça va aller. Ouais. Et c'est aussi comme ça qu'on évite de tomber dans cet écueil de juste plaire à l'auditoire, enfin à l'auditoire qu'on a créé. Parce que tu t'es lancé sur Instagram, toi, mais plusieurs fois dans des interviews, tu disais que pour toi Instagram c'est un des réseaux sociaux les plus anxiogènes. Pour toi qui est atteint d'anxiété généralisée, tu te dis allez vas-y, on s'en balèque, on va sur Instagram. Ouais, en fait c'est aussi que après je fais souvent des crises d'angoisse au moment où je publie un truc parce que justement je suis vraiment de moins en moins parce que on peut de plus en plus prévoir les réactions des gens, donc il y a moins de stress, mais je suis encore très anxieux avec Instagram et tout, mais en même temps c'est un outil qui est tellement puissant en fait pour la diffusion et tout que j'aurais dû. C'est un mal pour un bien. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme d'hab en fait. Il y a des trucs, c'est un peu mitigé mon avis sur Instagram. Ah ouais. Mais c'est clairement un truc anxiogène. Enfin, il y a de très nombreuses fois où je me suis dit je vais arrêter de publier sur Instagram. T'as essayé? Non, en fait non, parce qu'au final à chaque fois je me dis bon allez je peux bien être des trucs et après je me dis ah putain c'est tellement agréable d'avoir cet effet de dopamine un peu des gens qui commentent, qui aiment, qui publient, qui partagent, qui envoient des messages, mais ça va être enfin de mon point de vue moi j'ai pas 150 000 followers, ça doit être un peu infernal de suivre tout ça, tous ces retours. En plus ce dont tu parles c'est très viscéral, donc ça touche beaucoup de gens. Moi ma chérie elle a un compte Instagram intitulé Postpartum ta mère.
Elle est suivie par 30 000 personnes et déjà, elle reçoit énormément de messages de mamans et tout. Et donc, toi aussi, tu dois sûrement, elle, pour parler de la dépression postpartum, toi, comment tu gères les... Alors, je pense que dans le cas de ta copine, je connais pas le compte, mais j'imagine que c'est un compte de témoignage. Où elle partage elle aussi. Enfin, le but, je pensais pas que j'avais parlé d'elle, mais non, mais donc c'est sensibiliser sur la question du postpartum. Mais c'est vrai que toi, c'est pas forcément la sensibilisation. En fait, c'est la différence, c'est que sur des comptes où on sensibilise sur un sujet, l'idée, c'est aussi de recueillir des témoignages ou des messages pour pouvoir les repartager ou en parler, tout ça. Et moi, la différence qui est un peu confortable pour moi, c'est que c'est des BD que je fais moi-même. Enfin, il y a pas cet aspect-là justement de relecture ou d'attente de messages et du coup moi j'ai juste fait le choix en fait de ne pas lire les messages. Donc, je ne lis pas, je ne lis quasiment pas les messages privés. Ok. Ouais. Ou alors de temps en temps ça m'arrive quand j'ai rien à faire de lire les messages privés. Mais je fais le choix de pas le lire parce que c'est juste pas possible. En fait, moi, j'en reçois vraiment beaucoup et c'est des gens en plus qui... Le petit rond rouge, il est à 538. Beaucoup plus, je pense. mais c'est pas marqué parce que ça s'arrête à 99. Il y en a vraiment des milliers, plusieurs milliers, je pense, aujourd'hui. Même, vraiment, je pense que c'est vraiment... j'ai vraiment des dizaines de messages par jour sur et les gens savent que tu regardes pas? Oui, je l'ai dit plusieurs fois que je regarde pas. Très peu. Mais on s'est parlé en MP, toi et moi. Oui, alors ça m'arrive de répondre à des messages, mais en fait en gros je regarde un petit peu de temps en temps et c'est plutôt risqué de m'envoyer un message parce que la plupart je les loupe en fait. Oui. Mais celui-là je devais tomber dessus et je m'étais dit. Yes, parce que moi j'ai toujours eu, tu sais, pour faire ce podcast, pour la petite anecdote, les personnes qui sont énormément suivies. Oui. Il y a parfois des gens qui, mais juste envoie-lui un MP. Mais moi je suis genre, mais la personne est suivie par 500 000 followers. Comment elle peut voir mon message? Alors du coup tu passes par l'éditeur, l'attaché de presse, le site internet, machin. Et parfois en fait tout bêtement. Moi je regarde, je continue quand même un peu de regarder, mais de plus en plus ça devient compliqué de me contacter par là, je pense. Je suis content. Il vaut mieux utiliser mon mail. J'ai mis un contact mail. Ah oui. Sur ma page Instagram où là je prends plus le temps de regarder. D'accord. Et mais bon, enfin c'est bien aussi. C'est juste que oui, c'est beaucoup plus aléatoire quoi. Je regarde beaucoup moins attentivement et. Ouais, d'accord. Et c'est aussi que effectivement, comme c'est un compte qui parle d'anxiété, forcément les gens qui me suivent sont des personnes anxieuses qui ont des vécus parfois très durs, très sensible. Ouais. Et je peux pas répondre à ces messages-là parce que c'est pas mon rôle. Je suis pas un psy. Tu partages juste ton expérience. C'est juste moi, mon expérience. Donc d'ailleurs, comment tu en fait c'est une source intarissable. En fait, tu parles de ton vécu, tu documentes un peu comme une sorte de télé-réalité c'est ça, au jour le jour. Comment c'est un peu les coulisses de l'homme le plus flippé du monde? Là, en ce moment, j'ai un peu réduit le rythme. Du coup, c'est un petit peu différent en ce moment. Mais jusqu'à là, je tenais un peu comme un journal de bord. C'est-à-dire que j'écrivais un peu chaque jour dans mes notes de mon téléphone des situations dans lesquelles je m'étais senti anxieux ou mal. Ouais. Et maintenant, je suis sur la série animée, comme je te disais. Ouais. Et du coup, j'ai un peu moins de temps pour vraiment, vraiment documenter l'anxiété au quotidien. Et là, je suis passé sur une autre. J'ai lancé une nouvelle série. Enfin, c'est pas vraiment une nouvelle série. C'est un peu dans la continuité de l'homme le fait du monde parce que c'est toujours de l'autobio et c'est toujours sur le même format sur Instagram, mais j'ai changé de couleur sur le. Ah oui, en bleu maintenant. C'est en rose maintenant. Ah, autant pour moi. Pas de souci. Le mec. Et non, bleu c'était le cancer. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, c'est justement, ça. Okay. C'était fenêtre sur case où j'avais choisi cette couleur-là pour le projet, et du coup là maintenant je suis passé en rose pour une nouvelle série où ça va être plus sur l'amour, le couple, le sujet du couple. Ah oui, c'est vrai. Juste le tout dernier là. Oui, les deux derniers, j'en ai fait 2. Récemment. Ouais. Et du coup là c'est moins pour le coup c'est plus un travail classique d'écriture où en fait je réfléchis, je repense à des souvenirs, je restitue des émotions, tout ça. Donc c'est plus reposant. En fait, le journal de bord, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant parce qu'on on a l'impression qu'il faut toujours capitaliser sur notre vécu, en fait. Bah oui. Et ça me dérangeait un peu au bout d'un moment où je me disais ah tiens ça il faut que je le fasse, ça faut que je le fasse et tout. Ouais. En fait, des fois non, j'ai juste envie de pas trop. Mais justement, j'allais te demander parce que si j'ai bien compris, le fait de faire cette BD t'a aidé à aller de mieux en mieux d'ailleurs. Et il y a cette idée, est-ce que tu aurais peur
d'aller de mieux en mieux parce que ça t'aurait moins d'inspiration ou tu pourrais devenir une caricature de toi-même? Est-ce que il y a cette crainte-là? Oui, bah en fait plus ou moins parce que je pense que si j'étais juste plus du tout anxieux, je serais beaucoup mieux en fait. Je me dis pas tiens il faut que je continue à être anxieux pour écrire et tout. J'ai pas ce truc là. Enfin, je sais que c'est le cas de beaucoup d'auteurs ou d'autrices qui en ont déjà rapporté ce sentiment-là. Mais moi j'ai pas ça. Je trouve que ça serait mieux si j'allais mieux. Quoi, je me dis pas. Enfin, il y a des moments où vraiment ça me saoule d'être comme ça et ça m'empêche de faire des choses et tout ça. Donc au final, j'ai pas ce truc de me dire ah c'est tellement bien d'être anxieux. mais comment dire. Ouais, enfin j'ai pas peur de ça et je pense que je pourrais toujours trouver des petites choses à raconter, des envies, ça sera de la fiction, ça sera autre chose en fait, mais je me dis pas. Comme tu l'as dit, tu diversifies les sujets maintenant de plus en plus, donc tu vas sûrement continuer, mais oui, je vais essayer en fait de changer un peu de direction et tout ça, de plus me diversifier. Et après. Voilà, aussi ce qui m'importe, c'est que ça soit sincère. Donc si ça devient juste un business entre guillemets, même si c'est largement pas un business aujourd'hui, mais disons que si ça devient juste le but, c'est juste de vendre des livres, ça a plus vraiment d'intérêt. Je pense que tout le monde le sentira et tout le monde s'en désintéressera, quoi. C'est pas. Bien sûr. Tu le mentionnais juste avant, donc l'homme le plus flippé du monde est en train d'être adapté en dessin animé. C'est produit par Canal+. Ça, c'est cool. Oui. Et puis, tu as Kian Kojandi et Cyprien qui font le doublage. Je pensais que ce serait toi qui ferais le doublage de ton propre personnage, mais... J'ai essayé, mais c'est un métier, en fait. Donc, j'ai pas forcément donné suite à mes essais, mais... Quand je t'ai entendu la première fois, je disais genre... C'est sa voix. Non, c'est pas ça. C'est sa voix. Non, je sais pas. Puis, enfin, ouais, mais c'est assez proche, en plus, apparemment, la voix de... Enfin, on a des voix quand même assez graves tous les deux, j'ai l'impression. On a un ton... je sais pas comment on dit. Un ton de voix. Il y a un mot, mais j'arrive plus à le trouver. Un timbre. Un timbre, voilà. C'est un timbre de voix un peu similaire, il me semble, donc c'est cool. Et comment ça s'est fait, cette série? Comment ça est arrivé sur le tapis, cette histoire? En fait, c'est Kian Kojandi, du coup, qui est coproduit la série avec Canal et Autour de minuit, qui est le producteur principal de la série. Qui m'a contacté pendant le confinement. Je crois que c'était le premier confinement. Et il m'a dit en fait il est très Kian Kojandi, c'est quelqu'un de très friendly, enfin qui est pas du tout salut, c'est qui? Oui, voilà, il est vraiment très donc je sais même pas comment il a trouvé mon numéro d'ailleurs, je me souviens plus exactement, mais c'est marrant parce que je raconte souvent que c'est un peu étrange que j'ai répondu parce que souvent quand un numéro que je connais pas m'appelle, je décroche pas, et là j'étais en mode bon allez, ça m'entraîne à... je m'ennuie, allez, je vais prendre. C'est ça, et c'était Kian Kojandi, du coup c'était plutôt tu y croyais tout de suite, genre... ça m'a fait bizarre, parce que après il me suivait déjà et il m'avait déjà parlé un petit peu, donc j'étais pas non plus complètement... t'es pas tombé des nues. Je suis pas complètement tombé des nues, mais disons que j'étais quand même étonné, et puis en fait surtout j'y croyais pas au début. Je me disais il se rend pas compte en fait de ce que ça représente, et il s'est dit ça peut être cool de faire, enfin en gros il m'a appelé, il m'a laissé un message audio, ou il m'a appelé, je sais plus. Non, il m'a appelé. C'est stylé quand même. et il m'a dit ça te dit pas de faire un dessin animé et tout, c'est grave cool ta série, tout ça. Et moi j'étais genre oui bien sûr ça me dit, mais enfin je reste je reste pas sûr sur la destinée de ce projet. Et en fait, en plus après, plus tard, et je pense que c'était la première série animée qu'il doublait. Et du coup, qu'il doublait et qu'il produisait surtout. Ah oui, c'est juste. Ouais. Et du coup, je pense que il se rendait pas du tout compte au niveau des budgets de ce que ça représentait, parce que le dessin animé c'est très très coûteux pour ceux qui sont pas trop intéressés forcément à la production d'un dessin animé. C'est toujours très cher un dessin animé. On peut pas pour produire un dessin animé qui a une image correcte, qui fonctionne et tout, ça se compte en centaines de milliers d'euros minimum, quoi. C'est vraiment très cher et très coûteux. Disons qu'on peut moins facilement, par exemple, prendre une caméra et tourner un truc et qu'en fait ça rentre bien. Maintenant, surtout avec les téléphones d'aujourd'hui et tout, c'est quand même plus facile. L'animation, ça coûte toujours très cher, quoi. Et du coup, j'avais peur qu'ils se rendent pas trop compte de ça, et
Et en fait, justement, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est qu'en fait, malgré le fait qu'il tombe des nues en apprenant que c'était aussi compliqué de créer un dessin animé, il s'est vraiment accroché au truc, c'est-à-dire qu'il était vraiment en mode, il m'appelait, il me disait mais putain, j'ai fait des devis, c'est extrême et tout, ça coûte 1 million d'euros, et j'étais en mode bah oui, tu t'attendais à quoi en fait, c'est cher et tout. Et il était en mode ok, bon, on va le faire et tout, et genre en fait, au fur et à mesure, je me disais en fait, on va vraiment le faire, quoi. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, en fait, en me disant, je suivais le truc un peu comme ça, en me disant bon, il va décrocher au bout d'un moment, là c'est un truc qu'il a envie de faire maintenant, et en fait non, ça a pas décroché, ça a enchaîné très rapidement même, et il s'est vachement investi sur le projet et tout, donc j'étais assez impressionné par l'énergie qu'il avait mis dans le projet. Ouais. Et toi, ton implication, du coup, t'étais sur place? Ouais, je suis très impliqué. Enfin, je suis sur place à Angoulême. Je co-réalise avec Moti, c'est un ami d'enfance, enfin d'adolescence, on va dire, avec qui je faisais des petites vidéos un peu humoristiques à l'époque. Sur YouTube, enfin, c'est pas forcément obligé de déterrer ça. Et du coup, en gros, on s'est retrouvés parce que lui, il travaille dans l'animation, il a géré l'animation, enfin, il a été chef anime sur la série de Cyprien, l'épopée temporelle, et la série animée, pardon. Et du coup, voilà, c'est un vieil ami, et donc je lui ai proposé de co-réaliser la série avec moi, et maintenant, voilà, ça fait 4 mois et demi qu'on est dessus. Et je suis très impliqué sur le projet. Vu que c'est de l'autobio, j'avais du mal avec l'idée de laisser quelqu'un le faire à ma place, parce que ça raconte ma vie et tout, donc c'est un peu bizarre. Et du coup, j'ai continué. Enfin, voilà, maintenant je fais vraiment très attention, et je gère beaucoup de trucs dessus. Je suis vraiment attentif, quoi. J'ai écrit la série, et je l'ai écrit en amont avec l'aide de Kian, d'ailleurs, qui m'a donné quelques conseils d'écriture, qui m'a beaucoup aidé sur l'écriture. Ça fait quoi de collaborer avec Kian? Bah, c'est cool, en vrai. En plus, moi, c'est vraiment quelqu'un que, enfin, je l'avais comme beaucoup découvert avec Bref, et c'est une série qui a été assez marquante, je pense, pour notre génération, pour notre génération, puis pour Internet aussi, pour l'Internet français, entre guillemets. Et donc, puis c'est vraiment, on partage un petit peu cette envie de saisir des petites choses du quotidien qui parlent un peu à tout le monde, and the specific lies the universal. C'est ça, exactement. Et du coup, voilà, c'est assez cool, en fait, parce qu'on est un peu sur une longueur d'onde commune à ce niveau-là. Ouais. Et ça va se faire bizarre, non, de se dire qu'il y aura une série animée de ta vie. Ouais, c'est très très bizarre. Ouais, j'ai encore du mal à réaliser. Et puis ouais, non, c'est très bizarre. Ouais. C'est vraiment très bizarre. Après, bon, je sais quand même, même si c'est une version alternative de moi. Ouais. Je le vois pas non plus comme. Oui, c'est pas. Ouais, il reste il reste une semaine et demie d'animation. Ouais. Et après, on va peaufiner un petit peu avec mon coréal tous les deux, mais ça va pas durer très longtemps encore. Trop bien. Cool. Voilà. Du coup, pour clôturer un peu la minute, enfin la demi-heure, Philippe, je vais te partager, moi, il y a 2 choses, 2 flips comme ça qui m'ont un peu pourri la vie. C'est genre l'hypervigilance et les phobies d'impulsion. Est-ce que c'est des choses que tu connais, toi? Oui, alors l'hypervigilance et la phobie d'impulsion, je connais très bien. Alors je vais quand même détailler pour être sûr que c'est ça dont on parle, mais c'est le fait d'avoir le sentiment qu'on peut perdre le contrôle et faire un truc complètement absurde sans raison à un moment X ou Y. Se jeter sous les rails ou je sais pas, des trucs un peu... Ouais, bah ça je l'ai à fond, et je l'ai encore aujourd'hui d'ailleurs. Et je vois ce dont tu parles, je l'ai pas mal. Après, l'hypervigilance, c'est le truc de se sentir toujours un peu sur le qui-vive. Ouais, grave, ouais. Enfin, pour moi, ça va mieux maintenant, mais aussi thérapie et compagnie aidant, mais c'est vraiment des choses qui m'ont pourri la vie. Et voilà, je me dis, pourquoi pas en discuter avec Théo. Comment est-ce que toi... Bah moi, je sais pas trop toi comment tu t'as géré ça, mais moi je sais que c'est en faisant des choses que j'ai pas l'habitude de faire que ça va me, c'est pas incroyable, mais c'est incroyable, mais c'est un peu ce qui est proposé dans les thérapies comportementales. Ah ouais. Moi j'en ai pas fait, mais en fait sans vraiment le savoir, j'ai été obligé entre guillemets de faire des thérapies comportementales, parce que par exemple typiquement
un des trucs une des situations dans laquelles ce syndrome-là d'appréhension de choses qu'on pourrait faire sans aucune raison, sans aucun sens, qui pourrait advenir un peu comme ça n'importe quand, c'est vraiment la situation dans laquelle c'est le plus angoissant pour quelqu'un qui a ça serait par exemple de faire du direct, genre d'être sur un plateau télé en direct ou de faire de la radio en direct, parce que en fait il y a des caméras ou des micros qui sont diffusés à grande échelle sur une plateforme oui, puis c'est vu par des milliers de personnes, et du coup si on fait quelque chose, tout le monde verra le truc, et puis en plus maintenant avec internet, dès que quelqu'un fait une dinguerie sur un plateau tout le monde, le monde entier le sait, le voit, etc. En général quoi. Et du coup c'est extrêmement angoissant. Moi ça me l'a fait là récemment, je suis passé sur France 4 en direct sur une émission sur je sais plus comment ça s'appelle, c'est c'est un truc de santé, le magazine de la santé. Ok, ouais. Et en fait j'étais vraiment dans l'appréhension de ça, parce que c'était la première fois que je faisais du direct avec une image, donc hors radio. Et vraiment j'ai un moment où je me suis dit, mais ça se trouve je vais péter un câble, je vais genre faire taper la personne à côté ou je sais pas, et vraiment ça m'a énormément troublé quand la caméra a commencé à filmer et tout. Et puis en fait il se passe rien en fait. Ouais, en fait, il se passe rien. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui ont moi, ce que je me dis qui me rassure, c'est qu'en général, les personnes qui ont ce truc-là, ce sont finalement les personnes qui ne passeront jamais à l'acte, qui n'auront jamais, qui vont jamais faire un truc qu'ils imaginent faire qui aurait aucun sens, parce qu'en fait, justement, c'est une appréhension qui les empêche de faire ça. Mais le fait de mettre les mots phobie d'impulsion, moi, j'ai découvert ce terme il y a 1 an ou 2. Moi, il y a 10 ans, je suis passé par une phase assez compliquée, 6 mois comme ça, très très obscure, très 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 sombre, où j'avais un petit peu ma santé mentale j'avais l'impression que ça débloquait totalement. D'ailleurs, c'est drôle parce que juste avant que ma santé mentale débloque un peu, il y a 10 ans là, je me souviens, j'avais dit à ma copine, moi je crois que j'ai peur de rien en fait. Tu vois, genre un peu très candide comme ça, j'étais un peu genre. Et puis peu de temps après, vraiment par diverses choses, circonstances, j'ai commencé à repérer cette fragilité chez moi, et que en fait, j'ai des fragilités, et puis vraiment la santé mentale où c'était un peu compliqué, et cette impression que ça peut foutre le camp un peu à n'importe quel moment. Et je me souviens que je deviendrais quelque chose que j'ai pas envie, ou que je peux faire quelque chose que je regretterais mais que j'ai pas envie de faire, et tu te dis mais pourquoi. Et je me souviens que quand je suis tombé sur phobie d'impulsion il y a 2 ans, et puis que je m'étais plongé dans le sujet, j'étais genre et en effet il disait que souvent c'est des personnes qui au final ils ont juste la peur de ça, mais en fait pourquoi ils le feraient quoi. Et ça pourrit la vie quand même quoi. Ouais, carrément. En fait, en fait, je vois exactement ce que tu veux dire. En fait, aussi, je pense que je sais plus ce que je voulais dire. J'avais un truc à dire par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, oui, ce qui permet un peu de sortir de ça, c'est vraiment de se rendre compte que c'est qu'en fait, ça n'arrive pas quand on est dans cette situation-là, quoi. Ouais. Et mais après je dis ça, mais en fait j'ai encore ça aujourd'hui, et j'ai encore ce truc là. Je trouve ça on compose avec en fait. En fait ouais, on compose avec, puis c'est aussi c'est un truc normal, parce que c'est un rappel de la conscience de la fragilité humaine en fait. Par exemple, une fois j'ai eu ça, alors c'est assez horrible comme expérience, mais en gros à un moment quand ma sœur a eu son bébé, la première fois que je l'ai pris dans mes bras, je me suis baladé chez moi, et j'étais assez ému, parce que voilà, c'est l'effet que font les bébés en général. C'est clair. Et en fait je me suis approché près de la fenêtre, et je me suis adossé à la fenêtre, et je me suis dit il me suffirait de lever les bras pour jeter ce bébé par la fenêtre. Et en fait la conséquence de cet acte d'une seconde est vertigineuse, c'est-à-dire que ma vie serait à tout jamais brisée en fait. En un geste, je briserais la vie de tous les membres de ma famille. Je deviendrais un monstre, je pourrais plus jamais exister normalement en fait après cet acte-là. Et ça m'a terrifié, j'ai eu vraiment un vertige où j'ai dû m'asseoir en fait, parce que j'ai dû fermer la fenêtre et tout, comme si ça pouvait arriver. Et en fait
Et en fait, je me suis rendu compte plus tard que, en fait, ce vertige, il est là parce que justement, c'est la chose qui pourra le moins arriver, en fait. Enfin, c'est tellement vertigineux qu'évidemment, je ferai jamais ça, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à se dire, c'est qu'en fait, le fait de le conscientiser n'est pas la même chose que l'acte en lui-même, en fait. C'est vraiment deux choses très différentes. Mais je me souviens de moi, ce qui était terrible, c'est que je combattais la pensée. J'étais genre, je culpabilisais parce que j'ai pensé ça, mais pourquoi j'ai pensé ça? Mais c'est horrible. Et en fait, je ne faisais que renforcer la pensée, et donc du coup, ça devenait complètement obsessionnel. Et en fait, oui, en fait, on a l'impression que quand ça existe dans l'esprit, ça veut dire qu'on a déjà, d'une certaine façon, on a déjà fait l'acte. En fait, on a déjà le fait d'avoir imaginé l'acte, c'est qu'on l'a. On a déjà. Et c'est vrai que c'est assez bizarre, mais je pense que c'est juste entre guillemets un défaut de la conscience. Enfin, c'est pas un défaut, mais c'est une. C'est peut-être presque l'hyper-conscience, genre trop conscient, comme l'hyper-vigilance. Ça, c'est autre truc. Bon, comme dit, ça va beaucoup mieux aujourd'hui maintenant. Le podcast, ça m'aide aussi. Je suis dans une sorte de lâcher prise là, à discuter avec toi. Je peux dire une bêtise et puis je me rends compte qu'au final, la personne d'en face, elle va pas m'en foutre dans la gueule. Enfin, tu vois. J'ai pas l'impression que t'as dit de bêtises. Non, mais par exemple, au début du podcast, enfin, pas avec toi, mais je veux dire, là, on est à 60 épisodes et des brouettes, mais au début. Même en général dans ma vie, cette pression de genre j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, qu'est-ce que c'est classique, mais tu vois le côté, je pense que beaucoup de gens partagent ça, mais je sais que moi aussi j'étais parfois pas dans ma vie en général, mais pas que sur le podcast, mais de sur tout anticiper en fait, et aussi que du coup en fait quand t'anticipes et tu veux faire bien, et que parfois en fait t'as beau anticiper les choses, merde, parce que c'est la vie, c'est comme ça, c'est pas grave. Et en fait, ça me rendait encore plus dingue mais j'ai tout fait pour que ça se passe bien. Et non, mais c'est comme ça. Et donc, du coup, moi, j'ai appris à merder sans empirer, tu sais. Ouais. Et donc, voilà, de ce truc de tout border, on en parlait tout à l'heure, le moment présent, comme pour le plaisir ou quoi que ce soit, je suis un petit peu plus genre, il se passera ce qui se passera. Et puis c'est notre humanité partagée. Et puis c'est tout. Ouais, bien sûr. Quoi. Et puis en fait, je pense qu'en plus ça veut dire, moi dans mon cas, justement, je suis quelqu'un qui a très peur que les choses se passent mal en fait. J'imagine. J'essaye vraiment d'être une bonne personne dans ma vie ou dans mon rapport aux autres. Enfin, j'essaie de pas faire trop de mal en tout cas aux gens avec qui j'ai beaucoup l'appréhension de faire du mal ou de. Pareil. Je suis pas du tout quelqu'un de mal faire et faire mal. Ouais. Moi, c'est vraiment un truc. J'ai pas, par exemple, j'ai des amis qui sont d'ailleurs pas du tout forcément des mauvaises personnes, mais qui ont pas du tout, qui se posent pas spécialement cette question-là, ou qui, par exemple, qui après une conversation ne repassent pas en boucle la conversation en se demandant s'ils ont blessé l'autre ou si voilà. Et en fait, je pense que quand même ça veut dire si on est attentif à ça, je me rassure entre guillemets en me disant que ça veut dire que ça importe pour moi et que de fait c'est très peu risqué que je fasse le mal en fait, même si ou malgré toi, même si on sait jamais, on peut pas savoir de quoi est fait le futur, mais j'ai l'impression que c'est lié au fait qu'on soit dans cette appréhension là, et faut arriver vraiment à différencier effectivement l'exercice de pensée, la projection des actions. Et t'acceptes que parfois t'es pas une bonne personne? Oui, ça arrive certainement. Après, je suis assez, j'essaye de pas trop me culpabiliser et tout, mais honnêtement, j'essaie vraiment de pas. C'est totalement possible que je n'ai pas été une bonne personne pour quelqu'un ou dans une situation, mais j'en ai pas eu moi-même le sentiment, ou j'en ai pas eu l'impression. Du coup, ça sera à cette personne de me le dire si c'est déjà arrivé, mais j'essaye vraiment, je fais beaucoup d'efforts pour que ça soit pas le cas, parce que justement c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup, et je suis vraiment attentif à ce que les autres moi je sais que la pression chez moi est descendue en essayant plus d'être une bonne personne en fait, de juste être dans mon humanité, et puis je veux dire je suis quoi. Et puis par moment parce que je sais que je me mettais vraiment une pression. Bon, on se partage nos vies là et tout, mais je sais, je me suis beaucoup mis la pression en mode je peux pas faire de mal à l'autre. C'était vraiment une grosse presque un interdit en fait, et
Et je me rappelle un jour, c'était mon thérapeute qui m'a dit, mais est-ce que tu peux accepter que tu peux être une menace pour cette personne? Alors que moi j'étais genre, mais c'est pas du tout ce que Et en fait, d'accepter que peut-être pour certaines personnes, oui, enfin, juste de passer par cette case que si, par exemple, si je merde dans mon couple, ma chérie, parfois, elle est genre, mais c'est pas grave. Enfin, genre, c'est presque pire que t'essaies toujours de rattraper le truc que, en fait, c'est genre, c'est tout, t'as merdé, c'est bon, on s'en fout, on passe par au-dessus, quoi. Enfin bref, je sais que je te partage ça, que moi, la pression, j'essaie plus d'être la meilleure version de moi-même. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que en essayant plus, la pression descend, et donc du coup, en fait, je suis plus agréable à vivre, je suis moins anxieux, et j'essaie plus de rattraper le truc ou de tout justifier ou des trucs comme ça. C'est vrai. Oui, je pense effectivement. Après, je pense qu'il y a un petit peu un juste milieu à obtenir, parce que, enfin, comme dans tout, mais je pense que si on est juste dans l'idée de, je pense que c'est quand même utile de se demander si nos actes ont des conséquences ou pas. Ah bah c'est sûr, ça se responsabiliser. Enfin pour moi je pense qu'il faut, enfin c'est un peu obvious ce que je dis, mais effectivement je suis pas, enfin je pense que j'arrive à quand même être, je suis pas obsessionnel sur l'idée, je veux pas être la meilleure personne sur terre et tout, mais j'essaie surtout en fait de pas en fait j'ai un peu cette envie sur ces points, c'est aussi lié un peu au réchauffement climatique et aux problématiques du futur, tout ça, mais d'arriver à ce que mon passage sur Terre n'ait pas trop d'influence négative sur quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est même pas l'idée d'être une bonne personne, c'est pas genre l'idée d'être un Gandhi ou une personne qui est incroyable ou qui a apporté vraiment. C'est juste le fait d'arriver en fait à simplement être là et puis pas trop causer de problèmes, c'est plus ça. C'est pas un truc vraiment de perfectionniste, c'est plus un truc de philosophie de vie où je me dis en fait et ça me rend ça m'apaise en fait de me dire j'ai évité d'être trop de poser trop de problèmes. Après je sais pas, t'as peut-être raison mais en fait je pense que c'est un peu, enfin c'est vrai ce que tu dis, puis c'est un peu entre les deux, c'est un mélange en fait. Je partageais moi, comment est-ce que l'hypervigilance et le... Ouais, ça t'a permis de lâcher prise dessus. Ouais, mais c'est exactement ça. Mais pour moi, c'est hyper dur. Hein. Le lâcher prise. Moi, je suis un peu un control freak. Ouais, aussi. Pareil. Et je suis très contrôle freak. En fait, j'ai beaucoup de toc aussi. J'avais beaucoup de toc quand j'étais jeune et tout. Ça me fait tellement de mal de parler avec toi, Théo. Tant mieux. Moi aussi, c'est agréable. Du coup, c'est vrai que j'avais beaucoup de toc quand j'étais petit. Par exemple, je rangeais tout. Enfin là, par exemple, là, c'est pas, les auditeurs ne le voient pas, mais le livre, je l'ai mis un peu de travers. Ouais. Mais ça va. Moi, je faisais un truc quand j'écoutais la musique en voiture. J'étais incapable de sortir de la voiture tant que le morceau de musique n'était pas fini. Ah ouais, Ok. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, je vois pourquoi. Ouais. Oui, c'est des tocs de finition. Ou alors, par exemple, quand tu fais un mouvement d'un côté, il faut le faire de l'autre pour rééquilibrer ou des choses comme ça. Ouais. Et oui, c'est ça. Moi, j'ai un peu des évolutions de ça dans ma vie et oui, je suis très contrôle freak aussi, et il y a souvent des mèmes qui me font rire sur ce sujet-là où c'est un personnage, par exemple, c'est genre quand je me rends compte que les gens ont une perception de moi en dehors de ma propre conception personnelle et qui peuvent donner un avis en fait sur moi juste en m'ayant rencontré. Et tu vois souvent une image d'un gars qui vomit ou qui est pas bien et tout, à cette idée-là, qui a un vertige. Parce que c'est vrai que c'est horrible en fait, cette idée qu'on existe dans le regard des autres. Indépendamment de notre volonté en fait, sans pouvoir le contrôler. Ah, mais je l'avais pas relié au côté control freak, parce qu'il y a bien un truc qui me rend fou, c'est que quelqu'un projette sur moi quelque chose que je suis genre, mais non, mais jamais de la vie comment t'as pu... C'est lié, c'est clairement lié, je pense, selon moi. Parce que c'est, pour moi, enfin, chez moi, c'est je suis très mal à l'aise avec l'idée qu'on me définisse par exemple une impression ou un sentiment, parce qu'en fait c'est tellement incomplet. Oui. Par exemple, il y a un truc qui me perturbe vachement et qu'on me dit souvent, c'est que j'ai des sourcils un petit peu froncés naturellement. Enfin, j'ai les sourcils qui ça te rend un peu sévère, du coup. Ils ont tendance à aller vers l'intérieur. Et beaucoup de personnes m'ont dit la première fois que je t'ai vu, j'avais l'impression que t'étais méchant ou quoi, ou que t'étais que t'étais désagréable. Et du coup vraiment ça me perturbe énormément, parce que genre je veux pas du tout renvoyer cette image là, et
Bah, je peux rien y faire parce que c'est juste, c'est juste l'inclinaison de mes Tu pourrais sourcils. raser un petit peu tes sourcils Oui. d'une certaine manière. Et du coup, je suis un peu perturbé par ce premier regard que les gens peuvent avoir de moi. Après, bon, c'est des détails, c'est pas très important, mais ça me montre un petit peu ce truc de vouloir contrôler un peu comment le ressenti des gens et la façon dont ils nous perçoivent, quoi. Ouais. Moi, je sais un truc c'est aussi une anecdote, mais j'ai accepté plus le chaos dans ma vie depuis que je suis devenu papa. J'ai eu un petit garçon il y a 3 ans. Et avant, j'étais vraiment en mode tout anticiper, tout contrôler, tout vouloir bien faire, pas faire mal et faire bien, enfin bref. Et puis, il y a ce petit bonhomme qui est rentré dans ma vie et qui a foutu un bordel formidable dans ma vie. Heureusement qu'il est mignon parce que ça aide à faire... Et je sais que pour moi, dans mon histoire, voilà, le chaos s'est invité. Oui, ça t'oblige à lâcher prise, en fait, t'as plus le choix, quoi. Ouais, exactement. Et là, d'ici quelques semaines, il y a le numéro 2 qui arrive, donc pour un double merci, double KO. Et donc voilà, donc sur le thème lâcher prise et compagnie, je sais que... Mais justement, moi, sur les enfants, je trouve que c'est hyper... Enfin, j'ai vachement de... L'idée d'avoir un enfant me stresse. Me stresse énormément pour ces raisons-là. Enfin, bon, après, de toute façon, j'ai pas du tout prévu d'en avoir, mais quand je me projette dans l'idée d'en avoir un, ça me semble incompatible avec ma personnalité et tout, mais c'est sûrement pas le cas, en fait. Sûrement que je m'y habituerai et que ça se passerait bien, mais... ou pas, je sais pas. Mais disons que ça me semble très incompatible justement avec l'idée de contrôle, d'appréhension, puis surtout en fait ce qui doit être vertigineux et à la fois passionnant et terrifiant, c'est l'idée qu'en fait on façonne entièrement, enfin pas entièrement parce que mais c'est vertigineux, t'as raison. La personne a quand même une indépendance, mais ça va, en fait, tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui fait, tout ce qu'on va avoir une influence d'une façon ou d'une autre. Tu fais une connerie parce que t'en fais des conneries, et là tu te dis ça y est, je l'ai marqué au fer rouge pour toute sa vie, je suis un parent horrible et tout. Oui, c'est ça. Sachant ça, c'est très compliqué. T'as d'autres parents qui te disent hey, chill, ça va. En fait, oui, en plus c'est pas forcément vrai. Enfin, c'est comme d'habitude, la vérité se trouve un petit peu entre les deux. Et puis les choses que par exemple comme toi, tu pourrais ressentir avec tes angoisses ou quoi, et puis tu te rends compte que les autres ils sont genre Théo, en fait ça va chill quoi, en fait tout va bien. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Mais ouais. Cool, trop bien. Donc tout ça, donc le passage flip, mais il y a aussi, t'as sorti une autre BD, Le Spectateur, que j'ai lu, et donc qui est carrément une autre expérience. Alors ça calme direct. Hein. Moi, j'ai fini la BD, j'étais genre. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais, en fait, Le Spectateur, c'est une bande dessinée que j'ai commencé il y a très longtemps en fait. C'était même avant L'Homme le plus fait du monde. Enfin, l'idée est venue avant L'Homme le plus fait du monde. Et donc il y a 2-3 ans. Et puis j'ai mis un peu de temps à l'écrire, j'ai mis un peu de temps à la dessiner parce qu'elle est assez longue, c'est un gros pavé quand même. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Et merci. Et en fait, c'est une BD qui est très sensorielle, je pense. Enfin, que j'ai essayé de rendre très sensorielle. C'est vraiment l'illustration d'un sentiment que j'ai depuis petit, qui est ce sentiment du spectateur, un peu de voir la vie passer sans pouvoir vraiment avoir une influence et qui est... T'as eu cette impression-là, petit ? Toujours. Encore aujourd'hui, je l'ai un peu moins parce que du coup, j'ai un peu plus d'influence sur ma vie et les événements avec le dessin, tout ça, avec la BD et tout ça. Mais j'ai quand même encore ce sentiment et je pense que c'est même beaucoup plus global, que ça me concerne pas que moi. C'est un sentiment un peu générationnel lié à la naissance d'Internet et sa présence importante dans nos vies, qui fait qu'on est spectateur permanent du monde sans avoir vraiment de contrôle dessus. Je pense qu'avant, avec les journaux et les médias d'avant Internet, c'était quand même moins évident cette impression d'être en permanence en train de recevoir de l'information sans pouvoir interagir avec ce qu'on reçoit. Et puis aussi ce sentiment en fait que à la fois en fait c'est ce paradoxe entre le fait que Internet nous donne du pouvoir et en même temps c'est pas du pouvoir en fait, c'est rien, enfin c'est juste des choses qu'on a l'impression, c'est du pouvoir qu'on a l'impression d'avoir et du coup ça pour moi ça caractérise notre génération, enfin ma génération. Moi, je suis un peu entre la milléniale et Z, même si ça veut pas dire grand chose, je trouve. Là, t'as 27 ans, c'est ça ? Non, j'ai 26. 26, ok, ouais.
Et je suis un peu dans cet entre-deux, mais je pense que je me sens quand même un petit peu plus proche de la génération Z parce que je suis vraiment né avec Internet et tout, donc je suis né avec le fait de pouvoir aller sur Internet. Avec depuis... MSN, t'as connu? Oui, MSN et tout ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai ce truc-là, je pense, de pas d'être... ce sentiment en fait à la fois de devoir faire tout, d'avoir un pouvoir dont je dois me servir pour faire le bien ou pour améliorer la situation dans laquelle le monde se trouve. Et en même temps, c'est un faux pouvoir, je peux rien faire. Concrètement, je peux pas faire grand chose, même si on peut faire. À ta hauteur, bien sûr. À ma hauteur, je peux en faire, mais je veux dire, c'est quand même un leurre par rapport au sentiment qui est provoqué par ce pouvoir potentiel. Et en même temps, le fait qu'en fait on en est conscient, et donc c'est entre deux en fait où on est conscient d'être seulement des spectateurs. Je trouve ça un sentiment très angoissant qui fait qu'on est comme en train d'observer une sorte de télé-réalité mais dont on fait plus ou moins partie, où on est un peu extérieur en même temps on est dedans. C'est ce sentiment là un peu étrange où il se passe des choses très marquantes, des changements de société très puissants, des choses qui en fait, et que ça se déroule à une vitesse folle, c'est-à-dire qu'il y a des événements des bouleversements sans cesse. En fait, c'est très très fatigant, très très difficile de vivre, surtout quand on est impliqué là-dedans, c'est-à-dire que quand on est impliqué émotionnellement, je pense que c'est assez violent quoi comme expérience. Et du coup ce sentiment là d'être sonné en fait par le réel, j'avais envie de trouver un moyen de le raconter en bande dessinée sans que ça soit écrit, c'est-à-dire sans qu'il y ait une voix off qui raconte alors en fait ce personnage il est pas bien parce qu'en fait il n'arrive pas voilà. Et du coup je me suis dit il faut que je trouve une idée forte pour qu'en fait dès qu'on lit la bande dessinée on ressent ce sentiment là sans que j'ai besoin d'en parler, et comme ça me permet d'avancer beaucoup plus, de le faire ressentir beaucoup plus facilement. Donc j'ai eu cette idée de représenter qu'on ne voit jamais directement le personnage, que ça soit juste de la première personne, d'un point de vue subjectif. Comme un vieux jeu vidéo de gun. Exact. Et que le personnage ne refuse, on sait pas trop s'il il ne peut pas ou s'il refuse de communiquer, mais en tout cas il parle jamais dans la bande dessinée. Et du coup il dérange aussi les autres, c'est-à-dire que sa présence fantomatique. Comment ? Tu parlais petit. Oui, je parlais. Je parlais. Moi, j'ai toujours beaucoup parlé. mais en fait, à la fois je parlais, mais en même temps j'étais. En fait, ça me représente quand même pas mal parce que j'étais très mal à l'aise avec les autres enfants et les adultes en général, et ça m'arrivait souvent d'être dans des phases où j'étais juste dans l'observation pure et je parlais pas du tout, je participais pas aux conversations. J'étais plus, par contre, dès que j'étais quand j'étais dans l'intimité d'une relation avec un ami ou ma famille, je pouvais parler beaucoup, mais dans le flow général de la vie, j'étais assez silencieux. D'accord. Du coup, c'est quand même un sentiment qui est un peu restauré. Mais disons que j'avais envie de représenter ce sentiment-là de manière très simple et du coup de mettre mal à l'aise en fait le lecteur coincé en fait dans ce corps d'un personnage qui ne peut pas interagir, qui est d'ailleurs lui-même ce que je trouve intéressant, c'est que comme il n'y a pas d'indication sur ses pensées ou sur son ressenti, on sait pas, le lecteur en fait les pensées du lecteur deviennent les pensées du personnage. Et en fait on vit à travers lui. Ce qu'on ressent, c'est en fait ce que ressent le personnage, c'est lié en fait vu qu'il y a c'est une BD à la première personne. Oui, c'est vraiment ça en fait. C'est quand même un jeu à la... c'est vrai. Sauf que la différence avec le jeu, et c'est ça que je trouve intéressant avec la BD, c'est que dans un jeu il y a des possibilités de choix. Et dans une BD, on peut juste être spectateur. Et du coup, ça devenait aussi pour moi un peu méta, dans le sens où du coup, on ne peut pas interagir avec les événements qui se passent, et du coup, on est en soi-même un spectateur de l'histoire, comme lui-même est spectateur de sa vie. Donc, je trouvais ça intéressant, ce double. Est-ce que ça a été comme une catharsis pour toi, celui-là ? C'était un peu. C'était vraiment un exercice de style en fait, donc je sais pas si c'était une catharsis parce qu'il m'a pas forcément mis très bien à certains moments. Justement quand je réfléchissais à l'histoire et tout, je me disais ça a aucun sens la vie et tout. Mais en même temps c'est vrai qu'il est sombre, il est très sombre.
Parce qu'en fait c'est fascinant, mais ouais, j'avais envie d'un truc. Enfin, en fait, j'avais envie de pas spécialement essayer de faire un truc qui fasse du bien ou spécialement. Enfin, c'est pas que ça va pas faire de bien, mais j'avais pas envie d'un truc où il y a une morale, où on se dise en fait c'est comme ça qu'il faut faire pour aller mieux, ou quoi, qui est un petit peu c'est finalement. Juste un fait. Voilà, c'est juste un sentiment et c'est tout. C'est la description d'un sentiment qui est finalement plutôt négatif, même si pour essayer de vendre un peu le livre, il y a des moments il y a des petites parenthèses de poésie, de sentiments de bien-être du personnage. Et l'objet, il est fascinant. Il est fascinant, puis graphiquement, et puis comme tu dis, c'est une expérience immersive et sensorielle. Ouais, merci beaucoup. Et quand je l'ai lu d'une traite comme ça, et à la fin, j'étais genre... j'ai vécu une expérience, en fait, en la lisant. Et c'est très surprenant aussi. L'homme le plus flippé du monde, il y a ce côté, on va parler d'angoisse, etc., mais il y a ce côté humoristique. Là, on rigole pas. Là, d'ailleurs... Après, moi, j'ai pas, juste pour réagir à ça, j'ai pas trop l'impression non plus que ça soit un truc où enfin, moi, je m'en rends pas compte parce que c'est un peu mon point de vue aussi, mais je l'ai pas écrit en me disant ça va être un truc ultra dark, je vais mettre mal tout le monde. Il y avait cette idée quand même un petit peu d'avoir un univers sombre où ça soit pas quelque chose de lumineux, de très... voilà. Mais en fait, pour moi, c'est quand même la vie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, en fait, où c'était ça aussi l'idée du spectateur, c'était de reprendre le fil d'une vie. Donc ça se passe sur toute la vie du personnage, de sa naissance à sa mort. Oui. Et en fait, l'idée, c'était que il n'y a pas de structure narrative et que les événements peuvent advenir sans aucune logique, c'est-à-dire dans un chaos le plus total. C'est-à-dire que parfois, d'une page à l'autre, on tourne et il se passe un truc de fou. Ouais. Enfin, dans la vie du personnage, pas à l'échelle de la vie du personnage. Ouais. Et on peut rien faire. Enfin, c'est comme dans la vie quand il se passe un truc comme ça. Il y a pas une structure narrative qui nous prévient qu'il va se passer ça parce qu'en fait, non, il y a des choses qui arrivent et juste ça a aucun sens. On est juste spectateur de ça et on est abasourdi par ce qui se passe. Et en même temps, des fois, il se passe des trucs positifs et on s'y attendait pas non plus. Et voilà. En fait, j'ai quand même essayé d'avoir que ce soit pas non plus trop. Que ce soit pas non plus un truc juste violent ou dark pour être dark, c'est juste en fait sensible, c'est juste un après je sais pas si c'est réussi ou pas, mais en tout cas l'idée c'est que sensible, c'est sensible. Oui, il est sensible. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Mais je disais que je sais pas si je suis pas à 100% sûr que la bande dessinée fonctionne bien et tout, mais c'est quoi les retours que tu as eu? J'ai eu des très bons retours en général sur cette BD là. Après, honnêtement, dans la BD, c'est assez rare les mauvais retours. C'est pas un média qui est très très connu, il est très encouragé en général. Ouais. Et c'est cool d'ailleurs. Et du coup, c'est assez rare d'être confronté à des critiques extrêmement négatives d'une BD. En général, si la BD n'appela plus, les médias n'en parlent juste pas. Ah oui, c'est juste. C'est assez rare. Enfin, j'ai pas d'exemple de bandes dessinées qui se sont fait défoncer vraiment comme ça. Par la critique et tout. Par exemple, au cinéma, c'est le cas quand un film sort et ça arrive des fois qu'il floppe ou qu'il se fasse éclater par la critique, mais dans la BD c'est un peu moins le cas. Après c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours presse et c'était que des retours presse très positifs, donc ça m'a rassuré. D'ailleurs, si je prends mon téléphone, c'est parce qu'en fait le Sens Créatif est soutenu par des contributeurs sur Patreon, le Patate Club, c'est comme ça que ça s'appelle. Okay. Le Patate Club. Et en fait je leur dis souvent en amont voilà, telle personne doit passer sur le podcast et si vous avez des questions. Ok. Donc, j'ai 2 personnes qui sont fans de ton boulot qui avaient envie grave de te poser des questions. Okay. Donc, j'ai quelques questions pour terminer. Et justement, il y a quelqu'un qui demandait si ton roman graphique, Le Spectateur, avait été reçu différemment par les libraires que ton recueil Instagram. Est-ce que ça t'a apporté une crédibilité différente ou est-ce que cela n'a rien changé? C'est une question d'Aurélie Kropp. Alors, je vois exactement ce qu'elle veut dire. La question est intéressante. En fait, je peux pas trop le dire parce que c'est difficile de dire quelle influence ça a eu un truc parce qu'en fait c'est un peu comment dire, il y a apparemment un avant-après, c'est-à-dire que je peux pas exactement dire, mais en fait je pense qu'il y a quand même cette dualité dans la bande dessinée, dans beaucoup de médias entre les travaux qui sont de l'ordre du grand public, du populaire, et les trucs un peu plus underground, un peu plus avec un aspect un peu plus indé, etc. Ouais. Et démarche d'auteur. Ouais, démarche d'auteur, etc. Et je suis un petit peu mal à l'aise par rapport à ça parce que je trouve que
Enfin, je trouve que c'est toujours une mauvaise idée de créer quelque chose pour aller dans une catégorie ou dans un sens, dans le sens de quelque chose. Mais en même temps, c'est vrai que j'y ai pensé en faisant le spectateur. Je me suis dit, ça va être quelque chose qui s'adresse peut-être plus à un public de personnes qui lisent déjà de la bande dessinée ou qui ont envie d'une expérience de bande dessinée un peu particulière. Et en même temps, j'ai essayé quand même que ça soit un truc où, en fait, mes lecteurs de L'Homme le fait du monde puissent avoir envie de le lire et se prendre au récit. C'est pas quelque chose d'élitiste où il y a vraiment que des refs à la BD, que des, enfin. Ouais, non. Enfin, j'ai essayé de faire un truc un peu grand public aussi, mais je pense oui. Après, en fait, je l'ai ressenti surtout dans les retours critiques et tout que c'est une BD qui a été plus lue par des spécialistes de la bande dessinée ou des médias plus on va dire plus spécialisé ou même parfois plus intellectuel entre guillemets. Enfin, par exemple, je suis passé dans Télérama, dans des trucs un peu plus que j'avais pas forcément l'habitude de. L'homme le plus flippé du monde n'était jamais passé dans Télérama. Non, par contre le Gentilhomme qui était passé, je crois, mais c'était pas aussi. Là, j'ai vraiment eu un portrait dans Télérama et tout. Enfin, c'était plutôt cool. Ouais, c'est stylé. Ça a attiré plus l'attention des médias plus généralistes. Non, spécialisés aussi en fait. Ouais, spécialisés, mais plus un peu plus avec c'est un peu plus cette comment dire, je trouve pas les mots. Un peu plus qui ont une démarche plus de culturelle, enfin où vraiment c'est vraiment donc ça c'était plutôt cool. Moi en plus c'est des médias que je lis et que je connais en fait, donc t'as pu montrer papa maman je suis dans Télérama. Non, alors pour le coup ma mère et mon beau-père ils lisent pas du tout Télérama et ça les a, enfin ils étaient contents quand je leur ai expliqué ce que c'était, mais ils se rendaient pas trop compte sur le coup. Ils étaient en mode ah ok, et puis j'étais genre mais tu sais c'est un grand journal et tout et de culture et tout, et ils étaient genre ah ouais, ah oui c'est vrai, non mais oui Télérama et tout. Ils se rendaient pas non plus ultra compte. Par contre genre quand je suis passé sur à la télé et tout, ils étaient plus en mode waouh putain oui, évidemment sur France 3 évidemment tout. Mais voilà, donc alors que pour moi c'est là aussi où on voit que les visions en fait des médias sont très différentes selon les personnes et tout. Moi c'est pour moi passer à la télé, enfin c'est pas fou en fait aujourd'hui. Oui, on n'est pas les enfants de la télé. Voilà, c'est ça, et du coup voilà, enfin bon, bref, c'est une petite parenthèse, mais en gros oui, en fait je passer sur Brut, c'est déjà plus oui, ça m'a plus marqué par rapport à ma culture personnelle et tout quoi. Mais disons que en tout cas j'ai pas ressenti particulièrement une différence flagrante, mais ce que je trouve bien c'est que ça me permet de dire, enfin de faire ressentir à mes lecteurs et aussi à mes éditeurs que j'ai envie de faire des choses différentes et de pas m'attendre tout le temps sur la même chose. C'est un peu ça qui m'angoisserait, c'est qu'on m'attende toujours sur comme un Instagrammeur qui va faire des BD qui vont parler aux gens ou des trucs comme ça. J'ai plein de projets, plein d'idées de trucs qui vont peut-être parler à personne ou je sais pas, ou à très peu de monde, et j'ai envie de les faire quand même quoi. C'était aussi une façon pour moi de juste mettre un premier pas dans autre chose que un peu du mainstream entre guillemets. Et, cool. Et voilà, c'était agréable pour moi d'avoir cette idée-là, même si voilà, on verra. Et puis ça n'a pas forcément changé ta démarche de faire le spectateur, parce que si j'ai bien compris, tu avais déjà démarré cette BD avant le plus flippé du monde, donc du coup. Ouais, non, j'ai toujours eu envie. J'ai toujours été lecteur en fait de bandes dessinées un peu alternatives et tout, donc c'était pas complètement aberrant que je fasse ça d'un coup. Enfin, c'était une chose que j'avais envie d'essayer aussi, d'expérimenter. Ouais, d'accord. Alors, j'ai quelques autres questions pour toi pour terminer. Après s'être dévoilé dans L'Homme le plus flippé du monde, le spectateur laisse une grande place aux émotions du lecteur qui voit le monde dans les yeux de son personnage. Samuel, est-ce le lien qu'il a créé avec son lecteur qui lui a donné envie de lui faire vivre cette expérience immersive? Une question de Émilie Queno. Alors, attends, faut que je m'imprègne de la question. Oui, c'est en fait pour moi le spectateur et le fait du monde, c'est deux facettes d'un même sujet qui est le mal-être en fait, globalement. Oui. Donc en fait c'est se complète, c'est-à-dire qu'on peut lire les deux un petit peu comme deux visions. Il y a une vision qui est plus sensorielle comme celle du spectateur, où c'est plus lié vraiment c'est pas dans la description, il y a aucune description de l'émotion
Non. Le fait du monde est très descriptif. C'est vraiment c'est presque un dictionnaire des petites anxiétés, petites et grandes anxiétés du quotidien, de la vie et tout. Alors que le spectateur, c'est plus l'idée, c'est plus que le spectateur, le lecteur, enfin, c'est un peu la même chose, s'imprègne et aussi complète avec ses propres émotions, son ressenti par rapport au livre. Donc voilà, c'est deux. Je pense pas qu'il y en a une qui a influencé l'autre. C'est juste deux façons de raconter le mal-être en fait. Ouais. Pour moi, c'est juste deux façons différentes de raconter. Ça se complète. Ouais, c'est des angles différents. Alors toujours une question de Émilie Queno qui était au taquet. Est-ce que le succès de son travail sur l'anxiété, le fait de rendre public ses moments de vie, a changé la façon dont les autres interagissent avec lui, le comprennent? Est-ce qu'il constate plus d'empathie, moins de malentendus autour de lui? Ouais, ça c'est clair que ça a changé la façon dont les gens ils s'adressent à moi. Bah déjà en fait, je pense que quand on a une forme de entre guillemets succès, bon après ça reste pas, je dis pas, je suis pas une star et tout, mais disons que dès qu'on a on attire l'attention sur les réseaux, qu'on a une forme on a une forme de succès par quelque façon qu'on produit quelque chose, qu'on crée quelque chose, le rapport des gens il change complètement sur nous. Moi en plus, d'autant plus quand on est dans le cercle artistique, c'est-à-dire que moi je gravite énormément dans ce cercle-là vu que c'est mon milieu. Je me rends compte que le rapport des gens évidemment a changé, ne serait-ce déjà que pour ça. Et du coup, je saurais pas dire si c'est de la bienveillance qui est liée plus à la curiosité de discuter avec quelqu'un qui a connu un petit succès, un petit truc qui l'a fait un peu se démarquer du reste. Ou si c'est vraiment de la bienveillance qui est plus que de l'appréhension de se dire il est anxieux et du coup faut que je sois bienveillant avec lui et tout. C'est un peu difficile de le dire, je pense qu'il y a un peu des deux. Et du coup j'ai senti vraiment mon rapport aux autres changer, surtout que j'étais quelqu'un d'assez invisible avant ça. D'accord. Et que enfin j'étais pas forcément quelqu'un qui attirait l'attention quand j'étais en cours ou quand j'étais avec des gens dans des groupes d'amis. J'étais souvent un peu même pas avec le dessin effacé. Moi ça me permettait de me démarquer, ça. Non, moi j'étais pas trop, enfin à certains moments oui, mais en fait j'avais pas un dessin très impressionnant non plus en fait quand j'étais au collège lycée. C'était un peu des gribouillis et tout, donc je pense c'était pas non plus un truc qui impressionnait énormément, enfin à part ma mère quoi. mais globalement j'ai pas, enfin je sais que souvent quand je reparle avec des gens du lycée ou que, parce qu'en fait ce qui est marrant c'est que j'ai des amis qui me disent souvent tiens c'est marrant, enfin qui me contactent en me disant c'est marrant, j'ai plein de potes qui te connaissent par Instagram et tout, qui connaissent ton travail. Et je leur dis, c'est fou, quand il était au lycée. Enfin, c'est des gens avec qui j'étais pas forcément très ami d'ailleurs. Enfin, qui étaient juste des gens de mon lycée. Ils disaient, c'est marrant parce que quand t'étais au lycée, t'étais vraiment. J'aurais pas misé sur toi. Bah, c'est pas qu'ils avaient pas misé sur moi, je pense, mais c'est plus j'étais vraiment. Enfin, pour certains, je pense qu'ils se souvenaient même pas de moi, quoi. C'était limite si j'étais complètement. Je parlais pas, je prenais pas la parole. J'étais dans mon monde un peu sans être spécialement timide, en fait, mais juste, j'étais très, très effacé, en fait. Bien sûr. Et donc en fait c'est vrai que le rapport des gens il a changé de par ça, pour cette raison aussi en fait. Mais c'est drôle parce que c'est en assumant pleinement toute ta personnalité que tu t'es rendu visible. Et oui bah c'est aussi d'ailleurs c'est ce qui est c'est un petit peu c'est un peu un des enjeux de notre génération et tout, moi que je trouve très bien, qui est parfois critiqué, où on dit de toute façon maintenant c'est faux, enfin c'est juste en gros il suffit de dire qu'en gros de se mettre dans une case, genre on est anxieux. Enfin je comprends cette critique d'ailleurs, l'idée qu'en fait on ne vit que par ces, on veut diagnostiquer tout et n'importe quoi pour se mettre dans une petite case et tout justifier. Moi c'est vrai que je suis un peu mitigé aussi sur ce truc là, parce que par exemple souvent dans les interviews ça tourne autour de l'anxiété généralisée, qui est un diagnostic moi enfin j'ai été diagnostiqué quand chez le psy. Et en même temps, ce que je trouve un peu dérangeant, c'est que c'est juste un élément. Enfin, pour moi, c'est un truc. Tu n'es pas ça. Je suis pas juste un anxieux. Enfin, je suis pas juste ça. Et en fait, souvent ça tourne autour de ça. En fait, toute la conversation tourne autour de ça. Et même si elle ne tourne pas entièrement autour de ça, au montage,
ça Ah va oui, j'ai être, remarqué, il y a de la sensibilisation ouais, à la en fin, fait, genre si vous êtes anxieux, appelez tel numéro, et je dis c'est genre, ça. c'est chelou, on En parle de fait, Théo, et c'est ça. soudainement on fait la promo de attention, appelez des tels Après, numéros si vous êtes en c'est pas détresse. mal. Enfin, en soi, Non, c'est plutôt ouais. cool, tu vois, parce que bon, bah, s'il y a des gens qui sont dans cette situation, Mais ça peut les aider. t'as Mais peut-être l'impression que ton image, elle est utilisée pour autre chose Ouais. que ce qui tu es, Ouais, en ouais. fait. Moi, des fois, je suis un peu mal à l'aise avec ça, où j'ai l'impression qu'on m'invite en me disant qu'on va parler C'est de. un bon prétexte pour. Ouais. Et puis, en fait, finalement, ça va être pour parler de l'anxiété généralisée et tout, qui en plus, c'est pas du tout mon sujet. En fait. Ouais. Enfin, c'est juste un truc que C'est un effectivement, ingrédient, ouais. c'est une partie de ma vie et tout, mais genre, enfin, c'est une partie de. Après, d'un c'est truc. sûr, l'homme le plus flippé du monde, Non, c'est mais quand même c'est évidemment, fort comme ça, titre, quoi. ça pousse à ça pousse à donner envie de parler de ça. Mais disons que je comprends cette idée qu'en fait, des fois, c'est un peu relou de juste se caractériser juste par un truc qu'on nous a diagnostiqué ou un truc et tout. Et Oui. je comprends un petit peu ce qui peut être un peu, voilà, je comprends ça et en même temps, je suis mitigé parce que je pense que si ça fait du bien aux gens et que ça leur permet d'avancer dans la vie, d'aller mieux et tout, et que c'est vrai que des fois, en fait, on a besoin de se dire ah mais j'ai ça et Ah oui, j'ai non, toutes ouais, ces, je tout, suis d'accord tout avec ça toi, et ouais. tout, donc c'est important. C'est juste que voilà, faut. On peut mettre des mots On peut, sur voilà. des mots, M-A-U-X, Mm. et du coup, peut-être mieux Ouais. à organiser son environnement pour, Ouais, tout à fait, pour exact, aller ouais. mieux Ouais. aussi. Et- Donc voilà, je suis pareil en fait, comme très souvent, j'ai pas d'avis en fait définitif, mais juste des fois j'ai l'impression que c'est un peu dommage quand ça tourne tout le temps autour de. Enfin, moi je m'intéresse aux gens, j'essaie de m'intéresser aux gens plus que vraiment à la caractéristique ou vraiment le truc par lesquels ils sont définis. Et des fois je suis un peu triste que ça soit vraiment tout le temps ça qui soit le sujet mais après bon c'est normal en fait. Enfin c'est pas non plus quelque chose qui me je vais pas pleurer tous les soirs pour ça, mais c'est juste que c'est un peu un questionnement que j'ai parfois où je me dis j'ai pas trop d'avis en fait sur ce sujet. Je suis un peu mi-figue mi-raisin. Ouais, très bien. Pour terminer, une question beaucoup plus légère. Est-ce que, c'est une question toujours de Aurélie Kropp, comment tu gères le stress avant les dédicaces? Ah ouais, bah en fait au début j'étais très stressé et en fait c'est un moment où j'oublie complètement l'angoisse pour le coup. Je suis pas du tout anxieux avant les dédicaces parce qu'en fait c'est du un par un. Enfin Ouais. entre guillemets Oui. il y a pas de ce côté où on parle à beaucoup de personnes en même temps. Et souvent, c'est des personnes qui sont eux-mêmes anxieuses, donc du coup, on se comprend, entre guillemets. On n'a pas besoin, en fait. Souvent, en fait, aussi, oui, un truc vraiment important dans l'angoisse, c'est qu'on est dans l'appréhension de ce que l'autre il va penser de nous, parce qu'il sait pas qu'on est forcément anxieux, Ouais. et que du coup, il va trouver ça bizarre, la façon dont on réagit et tout. Donc, si on est face à des personnes qu'on sait très bien qu'ils savent ce que c'est, ou que c'est un peu le principe des safe space, des endroits où on est qu'avec des personnes qui ont le même vécu, c'est qu'en fait on se sent en fait on n'a pas besoin de définir à chaque fois qu'en fait on est anxieux, etc. Donc la dédicace reproduit un peu cet effet là, dans le sens où je suis avec des gens qui sont souvent soit très anxieux même, soit qui ont un proche qui l'est et qui comprennent les enjeux de ça. Ouais. Et du coup ça me libère instantanément de ce truc là, quoi. Ouais. Et donc souvent ça se passe très bien et en fait finalement je suis pas du tout anxieux, quoi, pendant les dédicaces. Super. J'ai pas de mauvais souvenirs de dédicaces en tout cas. Bon, très bien. Eh ben, Voilà. comme ça, les personnes, s'ils veulent venir te rencontrer, ils savent, chill, y a pas de problème. Ça sera très cool, ouais, ça sera très sympa. Ben, merci beaucoup, Théo. C'était top de pouvoir discuter avec toi. Bah merci, j'espère que c'était intéressant, mec. Ah, ça, grave. Ben, merci beaucoup, puis au plaisir. Enfin, on va février 2022 quand la série sortira. Ouais. Voilà. Vraiment, Allez, ça marche. au plaisir. Merci à toi, enfin à vos plaisirs de se revoir. C'était ma discussion avec Théo Grosjean. Merci Théo pour ton temps. Je suis ravi d'avoir pu discuter avec toi lors de ton dernier passage à Paris. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire à Théo en le suivant sur Instagram ou en achetant l'une de ses bandes dessinées. Pour sûr, le sujet vous parlera d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, il est temps d'écouter le témoignage de Clémence de Bézombe qui aimerait vous dire 2 mots au sujet du Patate Club et du Patreon. Salut, je m'appelle Clémence de Bezombe, je suis illustratrice et je fais partie du Patate Club, le Patreon de Sens Créatif. Je soutiens financièrement Jérémy sur Patreon parce que son travail à travers ce podcast m'a énormément inspiré et m'a apporté des tonnes de conseils pour avancer. Le Patate Club, c'est une communauté de créatifs qui s'est créée autour de ce podcast, rassemblés par un esprit d'entraide et l'envie de donner du sens à leur métier. Je suis heureuse d'en faire partie parce que cela m'a permis de rencontrer des créatifs hyper inspirants, très généreux et qui vivaient les mêmes problématiques que moi. Quand on est freelance, c'est essentiel de trouver sa tribu.
Les participations débutent à 2 € par épisode et cela vous donne accès à des rencontres, des échanges privilégiés avec les membres du Patate Club et des ateliers de formation. Sans oublier le Patate Club Podcast, un podcast bimensuel et exclusivement accessible pour les Patreons, enregistré en duo avec Laurent Bazar, avec le débrief du dernier épisode de Sens Créatif, les sujets abordés sur le Discord et les coulisses du podcast. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/senscreatifpodcast. Sens Créatif, c'est aussi une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent et échangent sur la plateforme Discord qui est gratuite et ouverte à tous. Le Discord, c'est un peu la machine à café du Patate Club. On s'y retrouve pour échanger sur nos boulots en cours, poser des questions pratiques ou existentielles et brainstormer sur des projets collectifs. Par exemple, une expo collective et une grande fresque qui seront réalisées au mois de décembre à Paris. On a même créé un collectif à visée professionnelle, le collectif Patate, au sein duquel on assure la promotion des uns des autres. Bref, pour rejoindre le Patate Club ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. À bientôt! Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à mettre un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de faire connaître Sens Créatif. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre la newsletter du podcast. À partir de maintenant d'ailleurs, c'est mon buddy Laurent Bazar qui s'en occupe et qui développera pour vous, chers lecteurs, toutes les 2 semaines, un feuilleton passionnant autour d'un concept qui lui est cher, à savoir le boxon créatif. Si vous aimez les arts martiaux, la philosophie et la pop culture, si j'étais vous, je m'abonnerais sans plus tarder. Vous trouverez d'ailleurs toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreatif.fr. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy_Musique ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je ne vous donne pas rendez-vous dans 2 semaines, car d'ici quelques jours, je vais devenir papa pour la 2e fois. Et oui. Donc le podcast va faire une petite pause. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les petites annonces du mois de novembre avec Laurent Bazar. Et le podcast reprendra officiellement du service le 22 novembre avec un épisode un petit peu spécial. Je n'en dis pas plus. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.